Bonsoir le chat. Et vous avez vu que ce soir, nous sommes accompagnés de deux charmantes personnes et qui viennent pour la première fois. Ouais. Donc c'est très très cool de les avoir ce soir. Ce sont les auteurs et game designers en fait du jeu Célestopol 1922 dont on va vous parler ce soir, qui est actuellement en financement participatif. On ira de toute façon regarder un petit peu le financement, où ça en est ce soir, qu'est-ce qui est proposé sur le financement. Mais ce qui va nous intéresser, c'est surtout de parler un petit peu de votre processus créatif, que ce soit Emmanuel en tant qu'auteur de l'univers de Célestopol, que tu développes depuis plusieurs années, d'abord avec des nouvelles, puis après avec un roman, si je ne me trompe pas. Que des nouvelles en fait. Mais... Que des nouvelles et ensuite des nouvelles. Et ensuite, Julien, en tant que game designer, tu as traduit un petit peu cet univers en mécanique de jeu. Comment vous avez pu travailler l'un avec l'autre? Comment vous avez travaillé avec les artistes aussi pour avoir la vision d'artiste à l'intérieur du bouquin? Parce qu'on sait que Entre Monde est attaché à l'art fait par des humains et pas par des machines. Et voilà, parler un petit peu de l'univers que vous émulez et qu'est-ce qu'on peut trouver, qu'est-ce qu'on peut jouer dans Célestopol. Effectivement, parce que c'est vrai que ça fait plusieurs lives qu'on tease un petit peu notre communauté en leur disant vous allez voir, on va faire un live pour Célestopol et on va en parler. Venez. Donc, je propose de lancer les hostilités directement par les traditionnelles présentations. Lequel d'entre vous veut commencer? Est-ce que vous le jouez au dé ou comment ça se passe? Non, c'est parce que là, c'est forcément gagné. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Non, mais vas-y, Emmanuel, vas-y, commence, je t'en prie. Oui, je suis Emmanuel Chastelière, donc je suis auteur et traducteur. Donc j'officie essentiellement dans les deux cas dans l'imaginaire en tant que traducteur. Je fais ça depuis plus de 15 ans maintenant. Oula, j'aurais dû dire plus de 10 ans. Je fais ça, j'ai plus de 15 ans. Et récemment, j'ai participé à la traduction du livre des martyrs de Steven Erikson pour les amateurs de fantasy. Et puis en tant qu'auteur, en fait, depuis quelques années, j'ai franchi la barrière avec des romans, là aussi essentiellement dans l'imaginaire, mais un peu dans tous les registres. C'est-à-dire que j'ai de la fantaisie aux éditions critiques, par exemple, avec l'Empire du Léopard ou La Piste des Cendres, qui est disponible aussi chez Folio, qui est une sorte de... Ça se déroule, c'est un cadre, on va dire, sud-américain dans les fin 19e, donc toujours inspiré avec une base historique. J'ai des choses plus jeunesse chez Scrineo. Et puis du coup j'ai publié aussi l'an dernier j'étais aussi deux sorties aux éditions Argile et avec un roman historique là pour le coup, très historique. Et puis j'ai les deux Célestopol, donc le premier qui était sorti en 2017 et en 2019 en poche, et puis donc 1922 en 2021 chez L'Homme sans nom, et puis l'an dernier chez Folio toujours. Où là on est dans un registre moi j'ai quand même du mal à me dépatouiller de l'histoire, quels que soient mes romans, parce que à la base c'était mes études aussi, et puis c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, mais là on est dans l'Uchronie, j'en parlerai peut-être plus tard, mais en tout cas pour ce qui est de mes activités et de ma présentation, c'est surtout ça, quoi, ce domaine-là, traduction et écriture mêlée. Ok. Impeccable. L'univers de Célestopol, du coup, c'est toi qui l'as construit. Tu avais un petit rapport avec le jeu de rôle avant qu'on te propose, on verra comment ça s'est passé, de faire un jeu de rôle sur Célestopol, ou c'était un loisir que tu ne connaissais pas trop? Alors, un peu les deux en fait, c'est-à-dire que moi le jeu de rôle ça me fascine depuis assez longtemps. J'étais du genre à acheter les Casus Belli quand j'étais au lycée, et alors que j'avais pas de table, hein, donc en fait je les lisais justement par fascination pour ces histoires et tous ces univers. C'est ça, les scénarios, effectivement. Se dire que c'était des aventures qu'on pouvait vivre soi-même, un peu comme les livres dont vous êtes le héros, mais quand même de façon un peu plus élaborée, n'est-ce pas? Et c'est vrai que après j'ai quelques parties derrière moi. J'ai fait un peu de Star Wars, un peu d'Appel de Cthulhu, un peu de Deadlands aussi, mais c'est pas forcément des jeux très récents. Et même si Cthulhu est toujours dans c'est indémodable, indémodable et puis surtout increvable, on va dire. Mais après j'ai jamais eu une table fixe, on va dire ça. Et je me retrouve pas toutes les semaines avec des potes pour jouer, donc jusqu'à ce que je sois
invité et sollicité par Entremonde, c'est vrai que j'avais un orteil, on va dire, dedans, mais je suis loin toujours d'être un spécialiste, mais c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé depuis très longtemps en fait. Ok. À ton tour, Julien. Oui, alors moi de mon côté, dans la vraie vie, je suis professeur des écoles. Voilà. Ah tiens donc, comme c'est original, voilà. encore un. C'est incroyable le nombre de professeurs des écoles qui sont rôlistes, c'est ouf quand même. On est cerné. On est cerné, c'est pas possible. Ouais, ben voilà. En même temps, les rôlistes sont globalement, moi je trouve, soit vétérinaires, soit profs des écoles, soit informaticiens. Il y en a beaucoup. Hein, dans les... Ouais, vétérinaires, on en trouve pas mal, les vétérinaires. J'ai découvert qu'un rôliste avec qui je discute depuis très longtemps est vétérinaire il y a genre une semaine, même pas. Donc ça me fait rire que tu dises ça. C'est pas complètement con. Hein. C'est peut-être le même que vous connaissez, c'est le seul. Tout le monde connaît le même et du coup tout le monde pense que. D'accord. Peut-être. Non, ouais, sinon, oui, moi comment dire, je suis un peu rentré. Alors, moi, j'ai commencé à jouer au jeu de rôle il y a. Voilà, c'était de mémoire en 1998, voilà, avec des petits jeux de rôle maison auxquels des copains avaient pensé, et du coup, on m'a initié comme ça. Et puis, après, je ne vais pas faire la liste parce que j'ai joué beaucoup, mais Vampire, L5R, Star Wars, bien sûr, des grands classiques, quoi, voilà. Et en fait, au moment où j'ai voulu, moi, passer le cap pour devenir meneur de jeu, le hasard a fait que c'était l'époque où, je crois que c'était en 2000 ou 2001, non, peut-être bien 2000, il y a le jeu de rôle Agon qui est sorti, voilà, qui m'a mis le pied dans les romans de Mathieu, et puis du coup, je suis parti, à partir de là, voilà, j'ai monté une table et j'ai été meneur pendant très très longtemps. Et en fait, de fil en aiguille, ça m'a amené, grosso modo, à commencer à rédiger mes propres cadres d'aventure, mes propres scénarios, etc., de faire des choses un peu plus établies, un peu plus carrées, quoi, mais essentiellement pour me faire plaisir. Et en fait, l'opportunité s'est présentée en 2000, je crois que c'était en 2012. Avant ça, j'avais fait d'autres trucs. J'avais écrit pour les Chroniques des Féales. J'avais écrit, ou c'est après que j'ai fait ça, je sais plus. J'ai écrit pour Capharnaüm aussi, l'Atlas de Capharnaüm. Bonne référence. Très bonne référence. Ça nous parle. Moi, je suis arrivé tardivement sur la gamme. Hein. C'était en gros même le dernier supplément, parce que je crois que l'Atlas, il n'y a rien qui est sorti derrière, donc chez les Dead Crows. Et puis, je suis devenu, voilà, ce qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier, c'est un peu bizarrement d'ailleurs, quelque part, parce que en fait, je suis devenu le rédacteur en chef du Souffre-Jour, le fanzine du Souffre-Jour, qui est en fait dédié à l'univers des Chroniques des Crépusculaires, donc directement lié en fait au jeu de rôle Agon, pour rester un peu toujours dans la zone de confort, quoi. Et donc voilà. Et expertise. Oui, voilà, on va dire ça comme ça. Et donc après, comment ça s'est passé? Après, j'ai bossé pour Agathe, enfin, plus précisément pour Dragon. Quelques scénarios pour les recueils qui sont sortis, les recueils de Canva qui sont sortis il y a quelques années maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai bossé un peu pour Écrime V2. Pareil, un peu sur le tard, voilà, quelques nouvelles, quelques synopsis de scénarios. Une campagne que j'ai écrite, une assez belle campagne, je dirais, qui normalement devrait servir dans un futur financement participatif pour la suite de la gamme, qui sortira, je ne sais pas quand. Non, là, je parle bien d'Écrime V2. Ah, Écrime V2, pardon. Okay. Pour Dragon, je suis plus ou moins passé à autre chose, en fait. Voilà, oui, je comprends, la 5e édition, tout ça. Voilà, il commence, ça y est. il y a des amis de la 5e. Non, mais bon, disons que tout ça, en fait, ça m'a permis en fait, de toucher à plein d'univers, plein de systèmes aussi très différents, et puis de rencontrer des gens, et puis de me faire de l'expérience, et puis etc. Et puis, je pense que c'est comme ça que Simon m'a dit... tiens, en fait, on a besoin d'un auteur pour bosser dans un univers qui, à ce moment-là, n'était pas encore bien défini comme étant Célestopol. C'est ce que j'expliquais l'autre jour. Et en fait, il s'est avéré que c'était bel et bien Célestopol que j'avais déjà lu, enfin,
Donc j'avais lu le premier recueil Ok. quelques temps avant et j'avais déjà le manuscrit, enfin le livre 1922 qui était juste à côté de mon lit, hein, sur ma table de chevet avec les autres, voilà. Donc hop, quand il s'est avéré qu'on allait pouvoir travailler ensemble, j'ai pris le tome 1922 avec beaucoup de plaisir et puis je l'ai dévoré, quoi, parce que voilà, moi disons que le hasard a bien fait les choses puisque j'avais beaucoup d'appétence et beaucoup de plaisir à lire les nouvelles d'Emmanuel. Donc, quand on m'a proposé d'écrire, enfin de développer l'univers et d'écrire des scénarios et de participer au projet, j'ai pas réfléchi très longtemps, honnêtement. Voilà. Tu m'étonnes. Hein. Voilà comment j'en suis arrivé là. Et du coup, ton parcours explique un peu les auteurs qui vont peut-être pouvoir écrire dans Célestopol. J'ai vu qu'il y avait Arthur Morgan, Alexandre Clavel et Pierre Copé. Et c'est vrai, du coup, ton parcours explique mieux comment ces personnes-là sont arrivées. C'est tous des gens avec qui tu as sûrement travaillé sur les gammes, comme Agon ou comme Écrime, par exemple. Exactement. Alors, Arthur Morgan, ça c'est plutôt Emmanuel qui je te laisserai en parler, mais moi je le connais pas personnellement, malheureusement. Peut-être qu'un jour ça viendra. Mais effectivement, j'ai eu l'occasion de travailler du coup, j'allais dire avec, mais plutôt presque pour Alexandre, puisque Alexandre, c'est le chef de projet, l'auteur principal d'Écrime V2, comme vous savez. Et Pierre Copé, on a travaillé un peu ensemble sur l'Atlas, justement, de Capharnaüm, parce qu'il était déjà, lui, il fait partie des auteurs majeurs. Voilà. Et à l'époque où il était chez Multisim pour Agon, à ce moment-là, moi, je faisais vraiment mon truc de mon côté, donc on n'avait pas eu vraiment l'occasion d'échanger à ce moment-là. Mais depuis, on a pu travailler sur différents projets ensemble et donc voilà, voilà, c'est effectivement moi qui ai demandé à Alexandre et Pierre s'ils avaient envie de nous faire l'honneur et le plaisir de nous rédiger un scénario pour Célestopol. Voilà. Ok, super. Est-ce que vous avez la possibilité de nous parler un petit peu de l'équipe entière, en fait je viens de voir la question qui vient de s'allumer. Oui, tu as mise en rouge pour dire vas-y, elle est pour toi. D'accord. Je me suis dit mince, je suis en train de dire des bêtises. Non, voilà, c'était la question, savoir un petit peu l'équipe entière qui a travaillé derrière le jeu, en fait, la relecture, tout ça. Alors, est-ce qu'Emmanuel, tu veux... On veut des noms. Je vais juste une seconde vous laisser, je reviens pour gérer ma fille. Vas-y, t'inquiète pas. Donc Julien, tu veux commencer ? Qui est habitué à ça. Je vais... Les gens sont habitués à me voir fuir ou voir des petites têtes blondes arriver de temps en temps en stream. D'accord, c'est pas... Ok. Prends ton temps. Si t'as les noms sous les yeux, vas-y Julien. Alors justement, je voulais être sûr d'oublier personne. Alors bon, déjà ce que je peux dire, c'est que voilà, comme vous savez, on travaille avec la maison d'édition Entremonde, donc c'est Simon et Colline qu'on ne présente plus, hein, pour ainsi dire. Nous, on n'a jamais eu l'occasion de les présenter, mais on veut bien. C'est vrai ? Ouais, on les a à chaque fois, ça s'est pas fait. À chaque fois qu'ils devaient venir, ça s'est pas fait. Ça s'est jamais vraiment fait. Donc, alors que je les adore, que j'ai Night, que j'ai joué pendant 5 ans et demi, que je leur ai fait dédicacer. Ils n'ont jamais pu venir ici. On en a parlé, des jeux Entremonde en plus. D'accord, il va falloir qu'ils fassent le déplacement à un moment. C'est pas chez eux, c'est l'ordinateur. Bah ouais, non, c'est clair. Oui, tout à fait. Et donc voilà, notre chef de projet, c'est Frédéric Meurin, dont on parlait tout à l'heure. Voilà, Frédéric. Tiens donc. Voilà, qui est arrivé, qui est arrivé un peu dans un second temps pour venir en renfort en fait. Voilà, il y avait besoin de renfort parce que Colline et Simon étaient très très occupés avec les autres gammes dont ils ont la charge. Donc voilà, donc c'était super. Frédéric, il est arrivé, il a mis un bon coup de boost, c'était super. Ouais, c'est très très pro. Tout à fait. Donc c'est chouette de l'avoir avec nous. On a dans l'équipe étendue, alors parmi les illustrateurs, il y a Bastien Gèze qui nous a fait la couverture. Ok. Voilà, c'est lui qui a fait la couverture. Il y a Mickaël Morin-Hamelin qui nous fait les cartes du tarot, exactement, dont on pourra peut-être reparler.
Bien sûr. Voilà. Et après, il y a Thomas. L'ambre. Vas-y, je te laisse prendre la suite. Thomas Delambre qui a été en charge de l'écran de jeu, tout simplement. Que moi, je trouve vraiment superbe. Et, exactement. Il y a David Chapoulet aussi. Voilà, oui. David Chapoulet. C'est David, il nous fait, je crois, les portraits de personnages. Voilà. Et Dimitri Chapuis. Voilà. Alors, je ne sais plus lequel des deux. Il y en a un qui fait qui illustre les pré-tirés et l'autre qui fait les PNJ. Voilà, je ne sais plus lequel est lequel. Voilà. Mais bon, c'est l'équipe étendue, t'inquiète pas. Hein. Voilà, c'est important, c'est qu'on les cite un petit peu parce que voilà, on a surtout tendance à citer ceux qui sont là et on oublie des fois ceux qui ne sont pas là. Tout à fait. C'est important pour mettre un petit peu en avant tout le monde. On n'oublie pas aussi, bien sûr, alors le maquettiste qui est chargé donc de la charte graphique, etc. C'est Julien De Jaeger, voilà, qui officie pas mal, notamment pour Leto, je crois. C'est un nom qui revient, oui. Ouais, c'est ça. Et puis Olivier Sanfilippo, bien sûr, pour la carte de Célestopol. Je sais pas du tout qui c'est celui-là, par contre. On ne voit pas du tout. Énormément. Je me sens mieux maintenant. Il y a certains noms comme ça, quand on les dit, moi, ça me remplit de joie. C'est marrant. Fanboy, quoi. On passe tout de suite une bonne soirée avec certains noms, quoi. Non, mais là, on a rempli le cahier des charges. On a parlé de Capharnaüm et d'Olivier Sanfilippo. C'est bon. Non, mais en plus, honnêtement, si je peux dire un mot, c'est vrai qu'Olivier, enfin les autres aussi, bien sûr, mais en plus, Olivier, que je connaissais pas avant qu'il illustre la carte dans le recueil, parce qu'en fait, la carte du jeu de rôle, ça sera une évolution de la carte qui est déjà présente dans le recueil 1922. En fait, il est vraiment super sympa, en plus d'être très très doué. Et bon, c'est quand même mieux quand en plus les gens sont sympas. C'est vrai. Quand un je ne sais quoi. Quand ils sont doués et qu'on a besoin d'eux, s'ils ont un caractère difficile, on passe outre. Ouais. Mais c'est vrai que quand ils sont adorables, quand en plus, exactement, la personne est vraiment toujours disponible, toujours avenante, toujours positive, même quand on lui réclame de modifier encore un petit truc, forcément c'est le top niveau quand même. Super. Pour vous répondre à votre question sur la relecture, si mes informations sont bonnes, vraisemblablement, Colline va se charger en grande partie de la relecture, mais je crois qu'elle va avoir de l'aide. Et je ne sais pas à quel point c'est fixé, déterminé. Il y a le temps, je crois que le jeu il est pour 2025, donc voilà. Après, il y a le temps aussi de se mettre à la recherche des traducteurs, des relecteurs, relectrices à ce moment-là, c'est pas un souci de toute façon. Je crois qu'ils ont un vivier de toute façon de personnes de confiance à qui ils peuvent confier ce genre de tâches. Ça marche. Pas de souci de ce côté-là. Très bien. Super. Bon, alors du coup, on y va. Du coup, ça va être Emmanuel, je suis désolé. Emmanuel, il faut quand même que tu nous expliques un peu Célestopol, la ville russe sur la Lune. Oui. Comment t'en es arrivé là déjà pour commencer? Comment eux sont arrivés là? Comment toi t'en es arrivé là? Et c'est quoi un peu le général J'avais beaucoup bu. D'accord. Non, plus sérieusement. Oui, en fait, je définis souvent, enfin non pas souvent, mais je voulais la placer la dernière fois. C'est un peu, Célestopol, alors comme je disais tout à l'heure, c'est un contexte uchronique, forcément, puisque on n'est pas allé sur la Lune dès le 19e siècle. Et donc c'est pour la faire courte, l'histoire de l'univers de Célestopol a suivi la nôtre, on va dire, jusqu'au à peu près au Premier Empire, donc Napoléon, Bonaparte. Et puis ensuite, ça a fortement dévié. Et en fait, Célestopol a été créé donc dans les années 1850, après la découverte dans une météorite qui est tombée sur Terre, météorite lunaire, d'une matière aux propriétés assez extraordinaires, donc baptisée le sélénium, et qui est en fait une espèce d'énergie, de source d'énergie assez phénoménale, donc presque magique au sens où ça remplace très facilement le pétrole ou la vapeur d'époque. C'est pour ça qu'on n'est pas vraiment dans du steampunk. Bon, déjà parce que ça se passe dans les années 20, donc ça serait plus de l'art déco-punk, comme je dis. Mais voilà, et en fait, l'Empire russe a été les premiers à l'exploiter. D'où le voyage sur la Lune avant tout le monde.
et la création de cette ville qui est censée incarner un peu qui est un peu la perle de l'Empire, qui est censée incarner tout ce que ça représente en fait, le symbole de sa puissance. Et donc c'est une ville assez récente finalement, donc qui n'a pas encore beaucoup d'histoire, puisque quand le jeu ou quand les nouvelles démarrent, donc finalement la ville n'a que quelques décennies d'existence derrière elle. Mais c'est une métropole qui en fait compte rivaliser d'office avec les grandes cités existantes déjà sur Terre. Et donc elle est installée sur la Lune, dans la mer des Pluies très précisément, donc, sous un grand dôme de verre et de métal. Et l'ambiance c'est un peu c'est du Jules Verne mêlé à BioShock. Ok. Je voulais placer BioShock la dernière fois, j'ai pas pu, donc je me rattrape. Et en fait, voilà pour le contexte. Et la ville est dirigée par le duc Nikolai, qui est un personnage assez mystérieux, qui est le fils de l'impératrice de toutes les Russies. C'est ça, mais sauf que entre eux, entre lui et sa mère, il y a quelques bisbilles, dans le sens où lui, il a des fortes velléités d'indépendance pour sa cité. Surtout que justement, il peut profiter de cette source d'énergie qu'il peut exploiter directement à la source, c'est le cas de le dire. Et du coup, ça entraîne quelques frictions avec l'Empire lui-même, qui voudrait bien lui rappeler que techniquement, il est placé sous le... sous tutelle, quoi. C'est ça, sous le... C'est maman qui commande. C'est maman qui commande. C'est ça, c'est ça. Et du coup, c'est une ville très en avance technologiquement. Donc, il faut imaginer un peu une ville, à la Saint-Pétersbourg, qui a été détruite dans cet univers-là. Donc, avec des canaux, mais les canaux sont... c'est pas de l'eau, c'est la brume de sélénium. Donc, c'est des canaux mordorés, comme on peut le voir sur l'écran de jeu de Thomas, avec ce canal qui brille dans la nuit. Et donc c'est une ville qui est également largement peuplée d'automates, puisque cette technologie-là s'est développée aussi à vitesse grand V, dont certains ont une apparence, sont quasiment impossibles à distinguer des humains. Ah oui. Ah oui, à ce point-là, ok. Ouais. Et donc il y a une certaine, ça dépend. Il y a des maisons closes avec uniquement des automates, beaucoup de justement où ça permet d'aborder un des sujets qui me tient à cœur, c'est justement tout ce qui est conscience, à partir de quand une intelligence artificielle peut se considérer comme consciente, etc. Donc il y a des thématiques assez actuelles qui se percutent avec des choses plus contemporaines de l'histoire du début 20e, notamment des grèves ouvrières, etc. On est dans un univers qui n'a pas connu de Première Guerre mondiale, ou pas encore, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu... qu'il n'y a pas plein de conflits. Voilà, et la cité elle-même, elle est née de tout ça, et comme je l'exploite entre guillemets dans 2 recueils de nouvelles, moi ça m'a permis au fil des textes d'aborder différentes facettes que je pense on va retrouver dans le jeu, hein, c'est le but, c'est-à-dire qu'il y a des textes qui sont plus SF, d'autres plus fantasy, d'autres un peu fantastiques. Il y en a 2 ou 3 qui, au contraire, sont un peu presque hors genre, enfin hors littérature de genre, qui pourraient presque se dire comme de la littérature générale, je pense. Voilà, et en fait, à l'image un peu des facettes du dôme qui surmonte la cité, il y a un petit côté kaléidoscope que moi j'aime beaucoup, sachant qu'après, il y a toujours pour conserver une certaine cohérence, tu as toujours le cadre justement de la cité, de la période, des personnages récurrents qui parfois dans une nouvelle sont les personnages principaux et puis apparaissent comme personnages secondaires dans une autre, ce genre de choses. On croise aussi des personnages historiques, parce que même si c'est une uchronie, il y a quand même des personnages qu'on connaît toujours, hein, comme je sais pas, Marie Curie ou l'archiduc François Ferdinand, ce genre de choses. Ce genre de personnes plutôt. Et voilà, en fait c'est un gros melting pot, mais moi c'est clairement de tous les univers que j'ai pu concevoir, et pour l'instant je touche du bois, j'ai eu de la chance de pouvoir me renouveler pas mal. Je pense que c'est celui pour lequel je garde une tendresse particulière, et celui qui en plus se prête le plus facilement, je pense, à une adaptation en jeu de rôle. Donc voilà pourquoi quand on m'a proposé cette opportunité, j'ai tout de suite foncé. Et alors en plus on m'a proposé d'être carrément
partie prenante du projet, donc c'était encore plus Quand même. encore plus excitant, j'avoue, pour moi. Ok. Du coup, ce qui s'est déroulé sur Terre, est-ce qu'on ressent un peu l'impact dans Célestopol? Parce que je présume qu'il n'y a peut-être pas eu de Première Guerre mondiale, des choses comme ça. Oui, du coup, voilà. Est-ce que ça influence beaucoup Célestopol en elle-même, dans le jeu de rôle, ou finalement, c'est un peu une cité hors du temps, Célestopol? Voilà, je pense qu'on pourrait être deux à répondre, mais je pense que en fait, j'imagine que ça dépendra un peu des scénarios, parce que moi j'ai quand même, je cherche à cultiver quand même ces liens avec la Terre, on va dire, parce que c'est une des choses, en fait, un des constats dont les personnages des nouvelles souvent se rendent compte, c'est que même quand on veut par exemple essayer de fuir ses problèmes en partant carrément sur la Lune, c'est pas toujours facile. Enfin, on les laisse pas forcément derrière soi. Et en fait, Célestopol a une image pour les habitants de la Terre un peu de cité mirifique, enfin inaccessible, ou une cité de merveilles justement et de prouesses technologiques. Sauf qu'en fait, elle est quand même, même s'il y a des automates, elle reste quand même peuplée largement d'êtres humains. Et que les êtres humains, qu'ils soient sur Terre ou sur la Lune, c'est les mêmes, donc avec leurs failles, leurs doutes, leurs travers, etc. Et donc on est souvent rattrapé par ça, y compris sur un plan historique, puisque, comme je disais, les velléités d'indépendance du duc peuvent jouer aussi, je pense, sur les scénarios, puisque, par exemple, on l'accuse souvent de financer, par exemple, sur Terre, les quêtes d'indépendance de diverses colonies, etc. Donc voilà, il y a quand même clairement des liens entre ce qui se passe à Célestopol et ce qui se passe sur Terre. Ok. Et c'est un petit peu élitiste, Célestopol, ou comment ça se passe? Je veux dire, pour pouvoir, si quelqu'un veut, admettons, se rendre là-bas, c'est quelque chose de faisable, un petit peu d'accessible à tout le monde, ou il y a des prérequis un peu spécifiques? Non, à la base, il y a pas de prérequis, hein, c'est-à-dire que, on y va justement, alors on y va en obus traversier ou avec des vaisseaux géants, un peu comme des paquebots spatiaux. D'accord. Où là, c'est pareil, tu y vas de la première à la 3e classe, on va dire. D'accord. Donc et après, c'est sûr que ça reste une grande ville où la population ouvrière est souvent moins bien traitée que les autres, et n'est là justement que pour le travail, en somme. Et parce que forcément, comme je le disais un peu plus tôt, Sélestopol, c'est aussi une vitrine pour l'Empire à la base, ou même pour le duc, pour son propre pouvoir. Donc évidemment, parfois, c'est aussi quelque chose qui est développé dans certains récits. C'est ce côté un peu, voilà, on met la poussière sous le tapis pour montrer les ors de la cité, et du coup la ville sous son meilleur jour. Mais c'est pas pour autant que quand on va voilà, dans une petite ruelle ou dans les souterrains de la ville, on s'aperçoit pas qu'il y a des choses parfois beaucoup moins glorieuses qui s'y déroulent, quoi. Ok. Julien, tu avais des choses que tu voulais rajouter peut-être là-dessus? Ou c'est bon? Non, alors ce que moi je perçois un peu, ce que j'ai essayé de mettre en avant un peu en termes d'enjeux rôlistiques pour le jeu de rôle, par rapport à tout ce que Emmanuel a présenté là, c'est effectivement aussi ce qui était intéressant, je trouve, c'est les pressions justement des pouvoirs des États qui sont extérieurs à tout ça. Voilà, et comment le fait d'être en inimitié ou en amitié avec la Russie va jouer en faveur ou en défaveur des relations avec Sélestopol, comment le duc lui joue de ces liens-là pour attiser des feux ou au contraire les éteindre, etc. Donc, en fait, ça représente la dimension uchronique, elle est pertinente aussi là-dedans, c'est qu'on peut rebattre les cartes et on peut jouer comme ça avec des curseurs avec lesquels on ne pourrait pas jouer si on était dans une, entre guillemets, j'ai rien contre l'histoire, mais une simple représentation historique des années 1900, etc. Donc toute cette dimension-là d'enjeux politiques et tout, elle sera vraiment présente
dans le jeu, et notamment par le biais de factions. Voilà, il y a clairement un système de gestion des factions et du pouvoir des factions et tout ça, dont on pourra peut-être reparler un peu plus tard. J'adore les factions. Tu peux même en parler tout de suite. Après, on a une petite question sur les genres d'aventure, mais on aura déjà tellement de choses à dire sur les PJ qui vont avoir, qui sont des anomalies, que vous pouvez parler des factions tout de suite. Autant balayer un petit peu le cadre. Il n'y a pas de souci. Okay. Bah, je sais pas, Emmanuel, tu veux que je... Oh, vas-y. Ouais. Bah, les factions, on a essayé de reprendre, en fait, celles qui étaient saillantes dans les nouvelles, bien sûr. Donc, il y aura une police secrète du duc, il y aura des espions de la tsarine, il y aura l'agence Pinkerton aussi, qu'Emmanuel a judicieusement utilisé pour... voilà, donc, et qui a une agence au sein de Célestopol. Donc l'agence Pinkerton, c'est une agence qui a vraiment existé. Je ne sais pas si elle existe encore. C'est une déclinaison. Si, elle existe, ouais. Et c'est assez fascinant et assez effroyable en même temps, hein, cette agence-là, parce que du coup, moi, je ne connaissais pas bien, je me suis renseigné, voilà, et c'est assez intéressant. Il y a, alors là, j'en dirais pas forcément beaucoup plus, mais il y a une faction un peu à part dans ce jeu-là, qui est la cour des merveilles. Voilà, parce que Célestopol, c'est pas simplement des enjeux économiques et politiques et des destins tragiques et merveilleux. C'est aussi en fait une incursion parfois totalement inattendue du folklore slave et des créatures légendaires qui le parcourt, en fait, dont il se sert. Donc, en fait, dans Célestopol, on peut croiser des choses assez extraordinaires, toujours un peu dans l'entre-deux de est-ce que c'était vraiment réel? Est-ce que j'ai vraiment croisé ce personnage-là? Est-ce que c'est moi qui affabule? Est-ce que c'est parce que j'avais trop bu ce jour-là, ou si j'avais pris des substances ou tout ça? Voilà. Et le scénario a une part très, très importante d'ailleurs dans tout ça. Donc voilà, donc toute une série de factions pour un total de 8. Parce que le 8, on en reparlera peut-être, mais le 8, il a une place très particulière, en tout cas au moins dans le jeu de rôle, par le fait que on a les 8 phases de la lune. Voilà, donc on a essayé de reprendre au maximum ce lien-là, et c'est pour ça qu'on joue avec 2D8, et que le dé de la lune, il aura 8 faces aussi, avec les 8 faces. Voilà. C'est très élégant, j'aime beaucoup. Effectivement, en plus le D8, c'est un dé qu'on n'utilise pas souvent. Oui, c'est un dé mal aimé, c'est le dé mal aimé pour moi, du jeu de rôle. Non, c'est le D12. Ouais. Le D12, c'est vrai, ouais. Le D12, à part Disaïe, j'ai jamais vu personne s'en servir, hein, franchement. Tu te sers du D12, ouais. Et on a Olivier qui vient nous faire un petit coucou dans le chat. Ouais. Salut Olivier. Cool. Salut Olivier. Et du coup, les PJ vont rejoindre ces factions, ou ils vont graviter autour, éviter leurs influences, déjouer leurs pièges? Comment ça va marcher? L'objectif, c'est que les joueurs soient... il y a plusieurs configurations possibles. Soit chaque joueur est encore en lien actif et direct avec l'une de ces factions-là, ou ils peuvent choisir entre guillemets, s'en extraire et devenir un peu autonome. Voilà. Dans les deux cas, les liens qu'ils pourront entretenir ou qu'ils pourront conserver en filigrane avec leur ancienne faction, si toutefois ils l'ont quitté, seront, comment dire, clairement des leviers scénaristiques pour créer du jeu. C'est-à-dire que on peut imaginer par exemple que je sais pas moi, un des PJ apprend par ses contacts dans la police secrète, par exemple, du Duc, que il va y avoir telle entreprise ou telle livraison de quelque chose ou telle action menée contre une autre faction qui pourrait créer des heurts ou créer des dégâts importants ou mettre en péril une communauté en particulier. Voilà.
donc voilà, ça peut être l'occasion de s'y intéresser, mais on peut tout à fait aussi imaginer que des accroches scénaristiques puissent se faire quand bien même, je parlais de l'agence Pinkerton par exemple, on pourrait imaginer que les PJ aucun des PJ n'a rien à voir avec l'agence Pinkerton, mais ils peuvent se retrouver à avoir maille à partir avec l'agence, ou l'agence peut rentrer en contact avec l'un d'entre eux, ou voilà. Donc l'idée c'est que le groupe de PJ, qu'ils aient un pied ou pas dans l'une ou l'autre des factions, servent un peu de point d'équilibre disons qu'ils doivent essayer, dans la mesure du possible, de préserver une sorte d'équilibre un peu précaire dans Sélestopol. Pour le bien de la ville, en fait. Pour le bien de la ville et pour le bien de ses habitants. Okay. Et en particulier pour Manuel en parlait beaucoup tout à l'heure. L'idée, c'est aussi et surtout pour les automates, parce que les automates sont très présents à Sélestopol, mais ils ont pas la vie très facile. Donc voilà. Donc il y a toute une dimension un peu sociale, comme ça, on peut dire, voilà, une communauté qui existe et qui cherche son émancipation, et comment les joueurs peuvent aider, protéger, etc. Okay. Il y a pas mal il y a beaucoup de choses, c'est un petit morceau. Voilà. D'accord. Ok. Du coup, les PJ peuvent avoir des objectifs personnels antagonistes, forcément, s'ils dépendent de telle ou telle faction. Oui, voilà, c'est ça. Ils peuvent bien sûr s'attirer les faveurs de certaines factions à certains moments. Et à contrario, se mettre à dos d'autres factions qui seraient antagonistes de base. Voilà. Donc en fait, il y aura un système qui va permettre de doser ça et de l'incrémenter dans le système pour dire ok, vous voulez frayer avec telle faction à ce moment-là. Quel est votre état relationnel avec cette faction à ce moment-là? Et du coup, en fonction des actions entreprises précédemment, du coup, peut-être que si on est en froid avec, je sais pas moi, si on est en froid avec l'agence Pinkerton, je reprends l'agence, si on a quelque chose à leur demander, ou si on veut peut-être se mêler un peu de leurs affaires, ils risquent de mal le prendre, ou de nous recevoir avec un certain froid, quoi. Là où si on est en bonne relation avec la police secrète du Duc, on peut lui demander des informations, on va pouvoir lui demander des coups de main occasionnels. Voilà, c'est un peu l'idée. Échange de bons procédés, quoi. Exactement. Avec un système de vase communicant, quoi. C'est un peu le donnant-donnant. Voilà, c'est ça. Et puis, ce sera jamais, si tu es bien avec une faction, il y aura forcément une autre faction qui te verra d'un mauvais œil, quoi. Voilà. On ne pourra pas être gagnant sur tous les tableaux. Ah non, il faut jongler un peu avec tout ça et essayer de s'en sortir. Et petite dernière question, Emmanuel, les héros de tes nouvelles, c'est des personnages connus, ou c'est des personnages que tu places dans Sélestopol et ils vivent leur petite aventure, et qu'est-ce que tu suis comme personnage dans tes nouvelles? Alors, c'est très variable, du coup. Il y a quelques personnages qui reviennent régulièrement. Il y a notamment un voleur qui n'a pas beaucoup de chance. On a une mercenaire islandaise qui fait équipe avec un ours, qui n'est pas un vrai ours, parce que c'est un automate. Non, même pas. C'est encore autre chose. Non, en fait, c'est l'ours qui a. Enfin, il a un cerveau humain qui est le cerveau du soldat qu'il avait lui-même tué, en fait. Donc pour sauver le soldat, on a transplanté son cerveau dans l'ours. Il a tué. C'est ça. Ça n'a pas de facile à vivre. Non, c'est assez particulier. Mais voilà. Mais après, mes personnages, ils peuvent être aussi bien, pour le coup. Justement, j'ai essayé d'aborder un peu toutes les strates de la ville. Donc aussi bien ça peut être le duc, son majordome qui est un automate et qui a un rôle très important dans pas mal de nouvelles. Ça peut être une immigrée coréenne qui essaie de se créer sa place dans la cité. Ça peut être une syndicaliste, qui essaie de fédérer les ouvriers, justement. J'essaye vraiment d'aborder. Ça peut être un journaliste qui vient à l'occasion d'un grand événement en ville. Il y a vraiment, j'essaie
j'essaie vraiment bah, c'est l'avantage des nouvelles, hein, de varier au maximum les personnages et je pense que ça sera un peu pareil dans le jeu, hein. L'idée, c'est vraiment de pouvoir emprunter le maximum de destin possible, quoi. Les personnages de tes nouvelles peuvent se retrouver dans le jeu ou pas? En tant que PNJ, ouais, PNJ, ouais, carrément. Ok. Et l'origine d'un personnage va être importante ou finalement pas du tout? Comme tu disais, qu'il soit islandais ou coréen ou français, enfin... pour moi, bon ou appartient. ou dans le jeu? Dans le jeu, vous allez faire. Ah bah après, je pense que ça dépendra aussi un peu de la façon dont il est créé aussi, même par les joueuses et les joueurs, quoi. Moi, dans les nouvelles, comme c'est un jeu qui, je pense, mise assez sur l'ambiance et plus que sur l'action pure et dure, on va dire. Moi, je sais que dans les nouvelles, forcément, l'origine de notre personnage n'est pas choisie au hasard. Ça, voilà, il y a des renvois à son passé qui se répercutent justement dans sa vie présente dans la ville, etc. Donc je pense que ça peut jouer sur la façon au moins d'interpréter le personnage, enfin de le jouer dans la partie. Oui, ça sera plutôt, comment dire, je dirais plutôt cosmétique qu'autre chose. Le système de création ne prévoit pas des bonus ou des malus selon ton origine, etc. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si à Sélestopol, on trouve beaucoup de gens qui ont une filiation russe, bien sûr, puisque voilà, c'est leur mère patrie. Je crois pas dire de bêtises en disant que c'est quand même une ville extrêmement cosmopolite. Voilà, Emmanuel parlait de Coréens, de gens qui voilà. Donc on peut retrouver toutes les nations sont représentées en vrai à Sélestopol. Il y a une espèce de petite enclave, on n'en a pas parlé, mais il y a une espèce de petite enclave chinoise avec un casino flottant sur les canaux de sélénium, la libellule. Voilà, et il y a plein de... Voilà. On peut jouer ce qu'on veut, ce qui nous fait plaisir, et après on peut comment dire, mettre l'histoire et surtout l'impact que la nation qu'on a choisie peut avoir, on peut le mettre dans son personnage et on peut le faire vivre à Sélestopol. Tout le monde a sa place à Sélestopol. Il faut se la faire, mais tout le monde a sa place. Au moins une chance. Exactement. Très bien. Et bon, on a fait un petit tour. Ouais. Du coup, on fait vous pouvez nous parler un petit peu rapidement de la genèse donc de ce projet, les différentes étapes et puis le travail avec les graphistes, etc. En fait, comment tu arrives, toi, en tant qu'auteur, à essayer de mettre tout ça en place et à apporter vraiment la vision que tu as de Sélestopol en jeu de rôle, tout simplement? Oui, bah je commence du coup. Vas-y. Si t'as été le premier dans la boucle, oui, tu commences. Oui, non, non, je pense que j'ai été le premier dans la boucle, dans le sens où j'ai été contacté maintenant il y a plus de 2 ans, hein, par Antron, parce que c'est un projet qui est déjà une certaine existence derrière lui. Mais en fait, ça a été assez long. Enfin, la phase de concrétisation a été assez longue parce que en fait, tout le monde était d'accord pour faire le jeu, hein, entre L'Homme sans nom, l'éditeur du recueil, et Entremonde. Mais entre-temps, L'Homme sans nom a, comment dire, pas été absorbé, mais en tout cas a des liens maintenant très étroits avec les humanoïdes associés, l'éditeur de BD. Et du coup, ça a ralenti le processus pour finaliser le jeu. Ça rajoute un intermédiaire en plus derrière, c'est ça. Et forcément, ça rajoute du temps. Oui, c'est exactement. Donc, pendant ce temps, là, on rongeait notre frein, on va dire. Mais c'est vrai que au tout début, ça fait plus de 2 ans maintenant que j'ai été contacté, parce que Colline et Simon, enfin je crois que c'est Colline à la base, avaient lu 1922 et avaient vraiment beaucoup aimé. Et puis ils connaissaient déjà L'Homme sans nom, parce qu'ils avaient potentiellement un autre projet avec eux. Et puis finalement, c'est Sélestopol qui est arrivé le premier, je pense. Et puis comme je disais tout à l'heure, moi j'ai tout de suite été partant parce que le jeu de rôle, c'est quelque chose qui... Enfin, c'est vraiment, il y a un petit côté
pas Madeleine de Proust, parce que justement je l'ai pas assez pratiqué, mais c'est quelque chose que j'associe vraiment à ma découverte en fait de l'imaginaire au sens large, parce que quand je me suis mis à lire beaucoup d'imaginaire au collège et lycée, bah, j'ai aussi justement, comme je vous le disais tout à l'heure, collectionné les casus belli, etc. Donc ça allait un peu de pair pour moi, donc voilà. Et après, bah moi, l'idée c'était effectivement, enfin tout le monde était d'accord aussi là-dessus, c'était de conserver quand même dans le jeu ce qui faisait justement, en tout cas pour Colline et Simon, le charme de l'œuvre. C'est-à-dire que bon bah voilà, c'est un jeu quand même d'atmosphère avec bon, on en parlera peut-être en évoquant le système, mais bah, une certaine dimension mélancolique. Et du coup, c'est pas on voulait pas, par exemple pour ce qui est du système de jeu, notamment les affrontements, on voulait pas quelque chose de très enfin on a très vite pensé que ça serait un système créé ex nihilo exprès pour le jeu, parce qu'on voulait quelque chose d'assez souple et d'assez léger, et enfin voilà, ça c'est pas les combats par exemple vont pas se résoudre avec 300 jets de dés, voilà, il faut quelque chose d'assez simple, pas simpliste mais simple, parce que quand même voilà, c'est pas facile de faire simple mais pas simpliste. Mais voilà. Faire original et en même temps que ça colle bien à ton univers. C'est ça, voilà. T'as toujours la facilité de reprendre un système qui existe et de oui, voilà. Mais en même temps, il n'a pas de charme, il n'a pas de lien, quoi. Oui, bah c'est ça, j'imagine que on aurait pu trouver un système se greffant à peu près bien à l'univers, hein, ça doit, voilà, ça existait. Oui. Arrête. Quelque chose d'assez générique mais ouais, l'idée c'était si on pouvait personnaliser un peu le système pour coller vraiment au jeu, bah non, enfin aux nouvelles. On s'était dit que vraiment ça serait l'idéal. Et du coup, mais c'est vrai que merci Olivier. Et je reviens sur ce que je disais. Oui, c'est vrai que c'est un univers exceptionnel, hein, merci. Mais plus sérieusement, oui. Et après, j'ai un statut un peu à part dans le projet, c'est-à-dire que comme je suis très impliqué, je suis co-auteur, mais c'est vrai que je suis assez souvent consulté, même pour les illustrations, tout ça. Bah oui. Bah, par exemple, c'est pas moi qui ai trouvé Bastien, donc Bastien Gèze qui a fait la couverture. Mais c'est vrai que j'ai été consulté à toutes les étapes de ces croquis. Et par contre, voilà, je sais que je peux être un peu assez chiant avec ça parce que j'ai une imagination très très graphique. Quand j'écris, voilà, je visualise beaucoup. Okay. Et du coup, bah voilà, j'ai une idée assez arrêtée de ce qu'est une bonne illustration. Alors que je dessine. Voilà, c'est ça. Alors je dessine très mal, donc je suis mal placé pour en parler. Mais c'est vrai que du coup, voilà, j'en profite, hein, parce qu'ils m'écouteront sûrement, mais c'est vrai que j'ai pas mal embêté Colline et Simon avec, je sais pas si c'est des exigences, mais en tout cas, c'est vrai que parfois je dis oui, alors le personnage il devrait être quand même un peu plus, voilà. Mais en tout cas, bon, c'est ces auteurs qui font les stars, hein, vraiment. Oui. C'est un peu le problème, hein. Ça nous monte vite à la tête. Mais non, mais plus sérieusement, c'est vrai que c'est une expérience assez sympa. Et en plus, ben, honnêtement, voilà, tous les artistes avec qui on a collaboré sont plutôt très ouverts justement aux retouches, selon ce qu'on a à dire. Puis honnêtement, peut-être que je le dirais pas si ça avait été le cas, mais honnêtement, j'ai jamais reçu un dessin en me disant oh là là, ça c'est vraiment horrible, non, il faut tout reprendre depuis le début. Donc ça aide quand de base les dessins les illustrations sont de qualité. Et là, c'est vrai que notamment, moi je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais j'ai vraiment beaucoup aimé l'écran de Thomas qui est. Enfin, pour moi, ça illustre vraiment, voilà, c'est ce que je dis, on pourrait mettre bienvenue à Sélestopol parce que c'est vraiment la vision que j'ai de la cité. Et voilà, et du coup, c'est un processus très enrichissant, je trouve, même pour moi. Ça m'a donné plein d'idées pour la suite. De trucs supplémentaires, ouais, pour d'autres histoires. Même pour les factions, honnêtement, voilà. Petite plongée dans les coulisses, on arrivait à 7. Et il nous en fallait une 8e. Et ça m'a forcé à me creuser la tête et à trouver un truc que je voulais absolument en plus depuis longtemps ajouter. Développer ton univers, du coup, pour le jeu. Okay. C'est ça, et je voulais absolument développer ça, et du coup ça m'a permis de rajouter un conglomérat, un peu comme dans Wayland Yutani dans
dans les aliens. Donc ça va être ma version, on va dire. Mais voilà, donc c'est vraiment une expérience super fun. Avec des automates qui sortent du ventre comme ça. Il n'y a pas encore d'extraterrestres, mais bon. Ouais, c'est jamais. Hein. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment très chouette. Et Julien, comment tu as rejoint le projet, toi, de ton côté? Tu nous as vite fait dit, c'est toi qui t'es proposé, on est venu te chercher, comment ça a marché? Non, en fait, on discutait, on n'en a pas parlé avec Simon, mais en fait, le souvenir que j'en ai, c'est qu'on discutait de toute autre chose, peut-être à propos de Night, ou peut-être, on n'était pas particulièrement, on échangeait comme ça, des politesses, quoi, mais sans plus. Et puis, je pense que je me suis manifesté sans savoir à un moment opportun. Ouais, c'est le syndrome d'être au bon endroit au bon moment. Hein. Je pense que c'est simplement ça. Et du coup, voilà. J'ai quand même du travail avant aussi, mais après, c'est pas tu vois. Mais Oui, mais on va dire, voilà, il y a sûrement eu une part de chance, tu vois. Ça joue aussi, hein, pour souvent. Et du coup, voilà. En fait, Simon a dit, bah voilà, on a 2 projets dans les bacs là. On cherche des gens. On aimerait bien travailler avec toi. Et je reviens vers toi très vite pour te dire quel sujet on peut te proposer. Voilà. Entre-temps, moi, je lui ai envoyé quelques scénarios que j'avais écrits, 2-3 petites choses que j'avais sous le coude. Et puis voilà, honnêtement, je me suis dit, bon, on verra bien. J'y croyais que moyennement. Et genre, la semaine d'après, j'avais un message. Bah, écoute, voilà, on cherche quelqu'un pour Célestopol. On travaille avec Emmanuel. On va faire bientôt une réunion. Ça t'intéresse, voilà. Et comme je disais, j'ai très vite signé pour participer. Donc voilà, c'était un grand plaisir. C'était clair tout de suite qu'il fallait que tu crées aussi un système de jeu, etc. Ou c'est venu au fur et à mesure de la conception? Alors, en fait, au tout départ, pour être tout à fait franc, on avait pensé à créer une adaptation du système combo, donc le système de Night. Voilà. L'idée, c'était de l'alléger et de donner une teinte Célestopol pour le coup. Et puis, au bout d'un moment de réflexion, finalement, je crois que c'est Simon qui a dit, bah, en fait, à la réflexion, ça va pas le faire, ou peut-être Colline, je sais plus, qui ont dit, bah, en fait, non, on va, nous, chez Entremonde, en fait, on a l'habitude de faire des systèmes dédiés pour chaque jeu qu'on propose. Donc, en fait, on va pas changer notre fusil d'épaule. Et puis, voilà. Donc, on va proposer quelque chose de tout à fait nouveau, inédit pour Célestopol. Donc, à partir de là, comment dire, on a échangé un petit peu avec Simon. Simon, lui, il est venu avec dans sa valise le système Forge in the Dark de Blaze in the Dark et Benz of Blaze, notamment. Voilà, en disant, voilà, ça m'intéresse. Il y a un côté, ouais, voilà. Tu vois, et notamment pour la gestion de. Alors là, on est plus sur du gang que sur mais ça reste le principe de faction, quoi. Donc voilà, il était arrivé avec ça, quelque chose qui était assez facile à prendre en main, un système léger qui fait la part belle à la narration, etc. Et puis moi de mon côté, je suis venu avec le système engrenage, qui est en fait le système des crimes V2, que je trouvais qu'il pouvait coller pas trop mal. Voilà. Et puis bah, du coup, on a secoué le cocotier, on a essayé d'établir un cahier des charges un peu carré. Et puis bah, à partir de là, Simon m'a laissé carte blanche, donc je suis parti. Et c'est en fait à la toute base, on devait coller au système de Forge in the Dark, justement, avec les 2D6, les fameux 2D6. Et en fait, c'est en travaillant sur le système, en essayant de l'affiner pour le faire coller au mieux à Célestopol, que j'ai eu l'idée comme ça bah ouais, les 8 phases, tout ça. Je me suis dit, bah, 8 phases, on peut le décliner, les dés, tout ça. Et puis, rendre ce chiffre 8 important. Voilà. Exactement. Et comme vous disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'ils sont peu utilisés, ces D8. Donc, c'était aussi une manière de donner une petite teinte un peu originale, quoi, voilà, etc. Ok. C'est marrant parce que c'est une particularité de quand même des jeux chez Entremonde d'avoir un chiffre en rapport avec leur jeu, en fait. Sans trop spoiler, à Night, c'est le chiffre 9, là, le chiffre 8. Il y a Queen de l'étrange aussi, donc c'est rigolo, ouais, qu'il y a
chaque jeu a son chiffre et on fait autour de ce chiffre un petit peu dédié aussi, quoi. Yes. Voilà, c'est tout. Yes. Vous n'êtes pas obligé de spoiler, donc restez-en là. Ne spoilons pas. Théocalie, oui, c'est vrai, Théocalie aussi, ouais, effectivement. Très vite. Ouais. Théocalie aussi, assez. Il y a un truc, il faudrait choper le S et la C et leur demander s'ils ont un problème avec les chiffres et un problème avec les tarots. Parce que oui. il y a un truc avec ça dans leur jeu. Ils aiment bien les tarots, hein. Ils aiment beaucoup les tarots, ouais. D'ailleurs, ils ne sont pas là, vous pouvez le dire. Est-ce que ça a été imposé, le tarot, ou on vous a mis une pression pour mettre un tarot dans le jeu? Ouais, c'est la clause numéro 1 du contrat qu'on a signé. Ouais. Oui. Voilà. Non, mais en fait, c'est marrant pour les tarots parce que moi, en fait, il y a un personnage qui utilise les tarots dans le recueil. Et en fait, moi, je joue pas au tarot, je connais même pas les règles. Je tire pas non plus les cartes. Mais c'est vrai que ça m'a toujours quand même fasciné parce que c'est assez marrant. Enfin, j'aime bien la symbolique, voilà. Et en fait, j'avais un ami, donc Michael, qu'on a cité tout à l'heure, du temps où j'habitais au Québec, qui dessine. Enfin, c'est son métier, hein, il a fait une école d'animation, tout ça. Et en fait, il s'est proposé d'illustrer les lames de tarot en utilisant des personnages du recueil. Et je vois qu'on est à 99%, donc là, franchement... oui comment dire... Pas mal la moitié de soirée, là. Franchement, il manque plus qu'une seule personne. Personne de se décider. La soirée n'est pas finie. Non. Ah, c'est chouette. Il manque 125 €. Mais voilà, plus sérieusement, pour en revenir au tarot, en fait, c'est marrant parce qu'effectivement, visiblement, chez Entremonde, c'est quelque chose qui revient souvent. Et moi aussi, Michael s'est mis à illustrer les cartes. Et c'est vrai que les gens, en général, ça leur plaisait bien. On me demandait souvent, le jeu de tarot, est-ce qu'il sera complet? Est-ce que vous allez est-ce que vous allez l'imprimer? Parce qu'à la base, vraiment, on faisait ça dans notre coin. Je veux dire, à la base, en fait, Michael, il faisait pas ça gratuitement, donc c'est moi qui payais les cartes, mais parce que ça me faisait plaisir aussi, hein. Je veux dire, voilà. Mais et puis que tout travail mérite salaire, et puis que on sait bien qu'en plus dans l'illustration, c'est vite fait de tu me fais un dessin et en échange, tu auras de la visibilité. Oui, mais bon, la visibilité, ça fait pas manger. Donc voilà. Et puis ça s'est trouvé que finalement ça a pu se combiner en fait avec le projet de jeu de rôle, donc voilà, c'est pas que ça nous a pas été imposé. C'est une belle opportunité, on va dire. Ouais. Mais après, c'est vrai que Simon et Colline, un truc que j'aime beaucoup dans tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils vont explorer d'autres médias, je sais pas comment expliquer ça, que le jeu de rôle en fait. Ils vont aller faire du tarot, ils vont aller chercher des comédiens de doublage pour l'émission de Night, etc. Ils vont plus loin en fait que juste faire du jeu de rôle. On sent qu'ils aiment certaines choses et qu'ils vont essayer de le mettre aussi dans leur jeu en fait. Tout à fait. Oui, voilà. Ouais. C'est vrai. Bon, d'ailleurs, à ce sujet, j'en profite parce qu'ils sont pas là, mais c'est vrai qu'on parlait de... Puis ils le sauront jamais ce qui se dit ici de toute façon. Entre nous, bien donc sûr. voilà. Ce sera coupé au montage, rassure-toi. Ok, bip. Ok, non mais sérieusement, Emmanuel disait tout à l'heure que c'est vrai que Emmanuel a une très belle vision et très claire de au niveau graphique de ce à quoi Célestopol correspond évidemment. Et c'est vrai qu'on a la chance d'être vraiment consulté, quoi. On n'est pas les petits scribouillards de notre côté. Enfin, je parle plutôt pour moi parce qu'Emmanuel une aura presque internationale maintenant, mais bientôt. Oui. Mais non, voilà, sérieusement, ils hésitent pas à nous demander ce qu'on en pense, à nous solliciter, à nous consulter, à nous mettre en avant, à nous encourager, à nous soutenir, et c'est très agréable. Honnêtement, je trouve que pour avoir travaillé dans d'autres cadres,
chez Entremonde, on est bien. Voilà, je pourrais profiter de dire ça. Voilà. Ok, c'est dommage, ce sera coupé au montage. Donc, Est-ce que tu veux qu'on fasse un clip, encore une fois? Et d'ailleurs, sur le chat, Aranita s'est engagée, effectivement. Si elle est la personne qui fait 100%, elle voudrait un exemplaire dédicacé de Théo Cali. Donc, le message est passé pour Simon et Colline, qui évidemment verront ce passage. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si on atteint 100% ce soir, ce sera pour ça. Ah yes. Voilà. Super. Je crois qu'on est un peu parti dans tous les sens, mais c'est pas grave. On n'a pas parlé du dé de la lune. Oui, c'est vrai. Parce que moi, j'ai adoré l'idée. Je trouvais ça super sympa. Très, très élégant, la mécanique de jeu. Bah tiens, mécanique de jeu en général. Et est-ce que tu peux nous faire un petit topo, Julien, sur la mécanique de jeu en général, comment on lance les dés, etc., quelle réussite on veut faire, dès de la lune. Et ensuite, toi, de ton côté, Emmanuel, est-ce que tu as eu une vision là-dessus, des choses à redire, ou tu t'es un peu mis en retrait parce que tu penses que c'est moins ton domaine? Allez-y. C'est parti. Le système, donc, dans le cahier des charges, le système, c'était d'avoir, le principe, c'était d'avoir un système simple, comme disait Emmanuel, facile à prendre en main, instinctif et qui surtout faisait vraiment la part belle à la narration, comme je disais. Donc, le principe, c'est un peu que le système, il se fasse un peu oublier autour de la table au fur et à mesure. Donc, le principe, il est en fait assez simple. Tous les jets de dés se font avec 2d8, auquel on ajoute ce qu'on appelle une spécialisation, donc équivalent à une compétence, qui va de 1 à 8 aussi. Et la difficulté est toujours la même, c'est 13. Voilà. Quoi que tu fasses, la difficulté, c'est 13. Simplement, selon les circonstances et selon comment le PJ peut se mettre en position favorable, bien, il va avoir des bonus sur son jet de dés ou au contraire des malus. Voilà, donc le maître de jeu annonce, dit voilà, dis-moi ce que tu veux faire. Voilà, moi je veux faire ci, ça, ça, ça. Très bien, mais vu les conditions, vu ce que tu m'expliques là, tu as un malus de ou un bonus de, etc. Et le joueur avec cette donnée-là fait son jet de dés. Soit il fait 13 ou plus et il a réussi, soit il fait en dessous de 13 et il a raté. À côté de ça, il y a le dé de la lune. Et donc là, le dé de la lune, il est utilisé idéalement dans des situations un peu périlleuses, critiques, un peu risquées, ou quand le PJ choisit de dire, voilà, dans la situation actuelle, mon personnage a un intérêt particulier, peut-être même personnel, hein, je sais pas moi, le PJ il a une interaction avec son ancien patron, il peut y avoir peut-être des ressentiments, des enjeux plus de l'ordre de l'ego, voilà, ou au contraire, s'il s'agit de secourir un très bon ami ou quelqu'un de sa famille, du coup là, il va passé ou une révélation sur son passé. Exactement. Là, on va demander à utiliser le dé de la lune. Donc, le dé de la lune peut être utilisé par le PJ de sa propre initiative, ou le MJ peut demander à ce que le dé de la lune soit utilisé. Et donc, de là, en fait, le dé, chaque face correspond à une dimension qui va de, en gros, alors je crois que la nouvelle lune, par exemple, si tu lances ton dé de 8 et que ton dé de la lune et que tu fais la nouvelle lune, c'est un triomphe. Donc là, tu vas avoir une très grosse opportunité, un très gros avantage sur ce que tu es en train d'entreprendre. Donc, si tu as échoué, parce qu'à côté de ça, tu jettes quand même tes 2d8. Si tu jettes tes 2d8 et que tu échoues, mais qu'à côté de ça, tu as un triomphe, imaginons, tu es dans une impasse, tu veux essayer d'escalader un mur pour échapper à des poursuivants. Bon, tu fais tes 2d8, te disent, tu fais 11, donc tu as échoué, tu ne vas pas pouvoir passer au-dessus de ton mur. Par contre, le dé de la lune, il te met un triomphe. En fait, tu te rends compte qu'il y a une porte dérobée juste à côté que tu n'avais pas forcément vue. Tu passes à côté. Donc là, c'est à l'interprétation libre. C'est un peu un non-mais, en fait. Ça va te permettre de faire du non-mais, du oui-mais, du oui-et. D'accord. C'est exactement ça. C'est exactement le principe. Et après, il y a d'autres déclinaisons pour le dé de la chance, enfin, le dé de la lune qui peut se décliner en dé de la chance pour savoir si, par exemple, des fois, en tant que maître de jeu, les joueurs posent des questions et on n'a pas forcément
je sais pas moi, est-ce qu'il y a une lampe dans la pièce, ou est-ce que je peux trouver est-ce qu'il y a une chaise dans la pièce? Puis des fois c'est oui, non. Bon, le dé de la chance peut apporter à ce moment-là une information supplémentaire. Bah oui, effectivement, tu as un dé de la chance, tu as une chaise dans la pièce, effectivement, parce que le dé le dit, ou bah non, désolé, il n'y a pas de chaise ici, il va falloir que tu trouves une autre solution, etc. Ok. etc. Ouais, c'est pour le dé de la chance, le dé de la lune. Ok. Excellent. Bien. Emmanuel, du coup, dans toute cette conception, Oui, et ben en fait, moi, tout de suite, j'avais quand même bien précisé à toute l'équipe que c'était pas mon domaine, les systèmes de jeu, forcément, vu ce que je vous disais tout à l'heure sur mon expérience du jeu de rôle, et que je voulais pas, voilà, j'ai pas envie d'être, enfin, j'ai pas envie ni l'ego de vouloir mettre la main à la pâte dans tous les domaines. J'ai déjà pas mal de choses à faire en tant que co-auteur, puisque bon, je rédige tout ce qui est, on va dire, bible de l'univers. Je dois écrire aussi une nouvelle inédite pour le jeu. Bon, je vais quand même évidemment jeter un œil au scénario, à la campagne, tout ça, pour que ça colle là aussi on va dire l'atmosphère Célestopol. Donc ça fait déjà beaucoup de choses à gérer. Et pour le système, j'ai tout de suite dit à Julien et à Simon et Colline qu'ils étaient franchement, ils étaient libres d'y aller et de proposer toutes les idées qui leur passaient par la tête. Moi, le dé, je trouve que c'est vraiment une super idée. Effectivement, moi, le seul truc que je leur avais confié, c'était que voilà, si possible, comme je lui disais tout à l'heure, moi, je voulais un truc pas trop pâteau, quoi. Parce que ça collerait pas vraiment avec. Je dis pas ça avec prétention, hein, mais ça collerait pas vraiment avec l'élégance, on va dire, de l'univers. Et du coup, là, le système, moi, je le trouve vraiment chouette et original en plus. Et je suis pas non plus pour l'originalité à tout prix. Originalité, c'est pas forcément synonyme de qualité. Mais après, si on peut quand même avoir une petite touche qui te distingue du tout venant, je trouve ça toujours appréciable. Oui. Et du coup, moi, j'ai vraiment, clairement, là, je leur ai dit, écoutez, vous faites ce que vous voulez. Moi, je regarde ça de loin parce que forcément, ça m'intéresse, même tout simplement, tout simplement pour la mécanique. Mais après, moi, je viendrai pas vous dire, ah non, il faut pas faire ça, il faut pas faire ci. Donc non, moi là-dessus, j'avais aucune prétention et je pense pas avoir embêté Julien. Non, pas du tout. Ni les autres membres de l'équipe. Je pense qu'ils ont vraiment pu travailler comme ils voulaient pour concevoir le système à leur guise. Après, c'est important aussi, si je peux me permettre, c'est hyper important, toutes les phases, comment dire? Et c'est évident pour moi, et je suis pas le seul, que il faut que ça passe par Emmanuel. Il faut qu'Emmanuel nous donne son avis sur ce qu'on produit, parce que c'est lui qui a fait naître cet univers-là. On a la chance de l'avoir dans l'équipe, proactif, participant, etc. Et puis, comme vous pouvez le voir, c'est un gars extrêmement désagréable. Donc, du coup, voilà, c'est super cool de pouvoir dire, regarde, j'ai eu cette idée-là, qu'est-ce que tu en penses? Des fois, ça passe super bien. Des fois, il faut remanier un peu. Mais du coup, c'est bien parce que moi, en tant qu'auteur, je sais que je suis sur les rails, quoi. Je vais pas dériver ou faire un truc un peu, des fois, se laisser emporter par ses idées ou ses fantasmes et puis ces trucs. On peut éventuellement sortir de la route. Avec Emmanuel, je sais que je suis bien là où je suis et c'est vrai qu'il est très encourageant, donc ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Ok. Super. C'est intéressant tout ça. Très bien. Et attends, je suis désolé. Je vais rajouter un petit truc. Vas-y. Mais parce que les personnages que les PJ vont incarner, on parlera après du style d'aventure, mais d'un point de vue mécanique, les PJ, ils arrivent, ils n'ont pas des pouvoirs de super-héros, mais ce sont des anomalies qui vont avoir la capacité d'influencer autour d'eux le monde, etc. Comment c'est traduit en système de jeu, cette, entre guillemets, magie ou pouvoir qu'ils ont? Alors, si tu veux, je réponds, Emmanuel? Oui, vas-y. Ouais, en fait, là aussi, le système s'appelle Anomalie. Les personnages sont d'une certaine manière des anomalies et ils possèdent des pouvoirs qui s'appellent des anomalies. Voilà. Donc, il y a 8 pouvoirs, 8 anomalies différentes.
Il y a voyage astral, télékinésie, etc. Ok. Avec Emmanuel, on avait discuté bien en amont de tout ça. On a eu l'occasion aussi, on l'a pas dit, mais on a fait pas mal de réunions, juste Emmanuel et moi. En fait, à certains moments, on voulait pouvoir accorder nos violons, discuter de choses et d'autres, etc. Donc ça, on avait clairement établi que et ça, ça avait été décidé en amont avec Entre Mondes, la dimension surnaturelle allait être présente dans le jeu. Ça, c'était voilà, ça faisait partie du cahier des charges par rapport à l'univers de manière générale. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, très bien, on va essayer d'octroyer des pouvoirs au PJ. Mais il était hors de question d'avoir des Superman, des Captain America ou ce genre de choses. Il n'y a pas de boule de feu qui va sortir à un moment, il n'y a pas de téléportation, voilà. C'est que des trucs extrêmement subtils, discrets et je l'espère, relativement élégants pour pouvoir correspondre à l'univers d'Emmanuel. Et donc voilà. Donc en fait, là, c'est pareil. Le système est très simple. Est-ce que vous voulez que j'en dise 2 mots de ces anomalies? Ouais. Oui. En fait, l'idée, c'est que à la création, tu choisis une anomalie et ton personnage, pour en avoir une, il y aura pas 2 anomalies par personnage. Tu en choisis une. Cette anomalie-là, tu l'as à un niveau 1 ou 2 à la création et ça peut aller jusqu'à 4. 4, c'est le maximum. Et en fait, c'est très simple. Quand tu utilises ton pouvoir, tu utilises un usage. Enfin, ta barre de pouvoir, elle diminue de 1. Donc, si tu as 2 en voyage astral, par exemple, et qu'au cours du même scénario, tu utilises 2 fois ton pouvoir, bah, tu ne peux plus l'utiliser. Tu pourras l'utiliser, la jauge remonte à 2 au scénario suivant. Voilà. Et donc, voilà, c'est le principe. Il y a des petites astuces, il y a des petits twists, il y a des choses dans le système qui peuvent ponctuellement remonter ta jauge pour regagner tes pouvoirs dans le même scénario, mais c'est relativement à la marge. Voilà. Donc il y a une utilisation quand même assez restreinte des anomalies, mais c'est très rare. Des PNJ pourront avoir des anomalies, mais même chose, ils sont assez rares. Voilà. Tu avais des anomalies dans tes nouvelles de base, Emmanuel, ou c'est un ajout pour le jeu de rôle? Là, pour le coup, c'est quand même globalement un ajout, même si justement c'est quand même inspiré aussi, je répète beaucoup quand même, c'est aussi inspiré de ouais, bah, oui. C'est aussi inspiré en fait de certains textes où tu pouvais interpréter justement, les caractéristiques de certains personnages comme des pouvoirs qui seraient un peu liés, justement à ce caractère-là un peu de caractéristiques vraiment uniques. Et du coup, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui était pas ultra important dans les recueils, mais qui reste, je pense, inspiré de ce qui a pu être lu dans l'interprétation qu'on pouvait faire de ce qui se passait ou des caractéristiques des personnes. Tout à fait. Bon, c'est toujours cool aussi quand on fait un jeu de rôle d'avoir un petit truc en plus. Ah bah oui, bien sûr. Ça reste une adaptation, et qui dit adaptation, c'est pas une retranscription telle quelle. C'est normal d'ajouter des choses. Au contraire, moi je trouve ça enrichit plutôt l'univers qu'autre chose. Excusez-moi, j'ai mes chats qui se battent. J'espère qu'on les entend pas trop, mais non, ça va. Non. Bon courage. Ouais. Je sais pas ce qui leur prend en plus, mais bon, bref. Ils sentent les 100% qui arrivent. Ah, ça oui, oui. C'est moi le centième. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Ok. On a parlé du contexte, on a parlé du système. Moi, ce que j'aimerais bien savoir un petit peu, c'est qu'est-ce qu'on joue comme type de personnage et quel genre d'aventure, en fait, on va pouvoir vivre dans Sélestopol. Est-ce que tu veux que je réponde, Emmanuel? Tu peux parler des personnages, et puis moi, je peux peut-être parler des aventures, comme ça. Allez, c'est moitié, pas de jaloux comme ça. Alors les personnages, on a quelques figures de personnages, en fait, des archétypes, on peut dire. Parmi les archétypes qu'on va pouvoir jouer, il y a l'artiste maudit, il y a l'aristocrate déchu, il y a... c'est hyper positif déjà. Voilà. Le policier, le policier alcoolique. C'est ça, le policier corrompu, le politicien corrompu. Non, on n'a pas ça quand même. On pourra jouer des automates, évidemment. Voilà, il faut le redire, on peut jouer des automates. Voilà. Qui, accessoirement, je précise quand même, mais un automate a accès aux anomalies. C'est la question que j'avais posée juste après, justement, tu vois.
les PJ ont accès, les PJ automates auront accès aussi sans problème aux animés. Tout ça est expliqué dans l'univers et dans le système. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme figure? Le journaliste, l'étudiant, dilettante. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Soldat vétéran. Voilà, on a tout ce genre de panel de. Voilà. Dans le kit. Je sais pas si je peux le dire ça. Oui, dans le kit. Si, on peut le dire. Dans le kit, il y a un scénario qui est d'ailleurs, ça on l'a pas dit, je crois, jusqu'ici pas trop. En fait, j'ai adapté la nouvelle d'Emmanuel, qui est dans 1922, la nouvelle Une nuit à l'Opéra Romanova, voilà, que j'ai adapté en scénario. Ah, ok. Tu vois, donc c'est le scénario qui sera dans le kit d'initiation. Okay. Et donc, dans le kit, il y a 5 prétirés. Le kit qui arrive très vite, hein, rappelons-le. Cette semaine, je crois, ça avait été plus ou moins. Ouais, peut-être demain. Si on a les 100% ce soir, il arrivera peut-être bientôt. Ah ben, on espère bien. Il y a, pour donner un exemple, dans les 5 prétirés, il y a une technicienne d'origine mexicaine. Il y a un automate chroniqueur. Il y a une soldate vétérane, on dit vétérane, je crois. Il y a un ancien mafieux, escroc, et il y a un artiste maudit. Voilà. Il y a, c'est pour donner un peu. Voilà. Okay. Et donc voilà, les types d'aventures, Emmanuel va pouvoir vous présenter. Oui, bah tu compléteras, hein, parce que ouais, pas de souci. Mais au niveau des types d'aventures, je pense que ça va être un peu. L'idée, c'est là aussi de s'inspirer. Pas que des adaptations de nouvelles, hein, évidemment. Mais là, je trouvais ça. On trouvait que l'idée était sympa pour le kit, mais en fait. C'est un peu ce que je racontais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'univers a un côté vraiment très kaléidoscope. Donc je pense qu'il y a des aventures qui seront un peu, notamment la campagne qui est prévue dans le projet, a un côté, je sais pas si on peut dire pulp, mais pas que, mais en tout cas voilà, il y a certains trucs qui seront un peu plus pulp. D'autres sûrement un peu plus sérieux. Je veux dire, par exemple, ça peut être lié à des événements historiques, à des troubles politiques. Voilà, je pense qu'on peut aborder pas mal de choses différentes. Et après, là, par exemple, pour être honnête, le scénario d'Arthur Morgan, on doit avoir une réunion avec lui cette semaine. Donc il y a des choses qui se mettent en place, mais l'idée c'est de jouer sur les caractéristiques de l'univers, hein, notamment encore une fois les automates, et de se promener dans la ville, même à l'extérieur de la ville. Voilà, on s'interdit pas d'emmener les gens sur Terre, de les ramener sur Terre. Mais voilà, je pense que là Julien complétera, mais l'idée c'est qu'il n'y aura pas, à mon sens, un type d'aventure précis. On va essayer de toucher à tout, quoi. Ok. Sans se disperser. Il n'y a pas de thème spécifique, quoi. Il y a un avantage quand même de possibilités assez vaste. Alors, il y aura un axe de jeu autour de l'enquête quand même. C'est beaucoup des scénarios d'enquête, voilà. Mais voilà, il y a d'un côté il y a le côté faction dont je parlais tout à l'heure, donc un peu politique, un peu enjeu de pouvoir, domination, expansion, etc. Il y a le côté plus ésotérique, mystique, avec des mystères à résoudre, voilà. Okay. Parfois liés autour du minerai, tu veux dire, ou Alors parfois lié au sélénium, c'est ça. Parfois lié au sélénium. Parfois lié à cette fameuse cour des miracles, cour des merveilles dont je parlais tout à l'heure. Entre autres, et puis l'exploration de la Lune, la découverte de secrets, de mystères. En fait, l'idée, c'est de se dire que les personnages joueurs, ils sont le lien qui les unit se fait à travers le sélénium qui leur donne leur dimension plus vraie que nature, leur dimension fictionnelle en fait dans la narration, dans le récit. Comment dire, donc ce sélénium-là, il apporte
il est un peu au cœur des enjeux, au cœur des intentions, mais c'est pas simplement une énergie, une source d'énergie phénoménale. Il y a d'autres choses à apprendre et à découvrir avec ce sélénium. Et en fait, le truc, c'est de se dire que malgré sa splendeur, malgré sa puissance, malgré son aura, Sélestopol, c'est quand même une petite bulle très précaire, en fait, perdue au milieu de l'espace, qui est, somme toute, assez fragile. Je ne parle pas que structurellement, aussi en termes de communauté, en termes de politique, etc. Exactement. Et donc, les joueurs, ils sont là pour protéger la ville. Ce sont les protecteurs de la ville. Voilà. Parfois, contre les habitants de la ville eux-mêmes, en fait. Voilà. Il y a des fois, il faudra faire des choix cornéliens. Donc, il y a ce côté-là aussi où on va essayer d'amener les joueurs à faire des choix parfois difficiles. Voilà. Ok. Et malgré le fait qu'on commence avec, comme on dit dans le chat, le mafieux unijambiste et l'étudiant fauché, les personnages sont importants pour Sélastopol. Enfin, ils vont devenir importants par leurs actions. Pour Sélastopol, on restera quand même sur des personnages un petit peu underground, qui vont faire des choses sans que ça ait des coups d'éclat. Alors, selon comment on oriente son personnage, il peut effectivement avoir une importance au sein de la faction à laquelle il appartient, mais voilà, déjà. Ou alors, la faction que les PJ vont former peut prendre avoir une façade publique, quoi, de s'afficher concrètement, ou au contraire rester dans les coulisses, dans les ombres et agir plus secrètement, etc. Ça sera vraiment aux tables de le décider. Mais les enjeux resteront quand même assez importants, ou on aura un peu de tout en termes d'enjeux pour l'émission. Alors, l'idée, c'est quand même d'aller vers des enjeux assez importants, parce que les factions ont comment dire, des velléités, des objectifs qui sont parfois très gros, très lourds. Mais comme disait Emmanuel, en fait, l'idée, c'est pas de rester dans un carcan et de faire que du jeu de faction, et donc d'intervenir dans des décisions politiques fortes. Ça peut arriver, mais on peut aussi s'intéresser au destin d'un simple automate qui est retrouvé dans la rue, et puis en fait, on se rend compte qu'il a, voilà, son histoire, son parcours font que, en fait, il y a peut-être quelque chose à faire en s'intéressant au drame qui le frappe. Voilà, et là, on rejoint plus le côté kaléidoscope dont parlait Emmanuel, où en fait, des fois, il faudra s'intéresser aux plus petits, ou parfois aux enjeux les plus gros. Voilà, ce sera très varié. Ok, ça marche. Emmanuel, ça aura quel impact sur ton œuvre en général, ce jeu de rôle, parce qu'il se situe après tes dernières nouvelles? Et s'ils vont avoir un impact sur ton univers, ou tu vas considérer que c'est comme un univers alternatif et tu continueras d'écrire dedans sans prendre en compte ce qui peut se passer dans le jeu de rôle? Non, enfin mon but honnêtement c'est de considérer que ce qui se passe dans le jeu de rôle est canon. Ah ouais, ok. Ouais, bah oui, parce que, enfin honnêtement, encore une fois, il y a des choses qu'on a dit qui seront développées, qui sont développées exprès pour le jeu de rôle, mais objectivement, comme il y a quand même une grosse filiation entre le jeu de rôle et le matériau d'origine, on va dire, bah l'idée c'est de. Enfin moi, ce que j'ai mentionné tout à l'heure, moi j'ai déjà des idées qui me sont venues grâce à ce travail au travail déjà abattu pour le jeu de rôle. Donc moi honnêtement je le considère pas comme comment dire, comme dans une voie parallèle de ce qui se passe dans les textes. Donc non, moi j'aurais plutôt tendance à le considérer comme presque pour l'instant un espèce de troisième tome, quoi. Ah ouais, Ok. c'est une vraie importance, quoi, dans ton univers. Bah oui, parce que je suis content de ce qu'on fait comme travail. Je l'assume. Ouais, bah c'est ça. Bah oui, non, mais honnêtement, voilà, ma réponse serait peut-être différente si j'étais si j'étais là. Non, mais il y a des auteurs comme Pierre Pével, par exemple, l'âme du cardinal, qui disait qu'il aime bien ce qui se passe, mais pour lui, il veut se garder la paternité de l'univers et continuer à écrire dedans s'il a envie ou pas, d'ailleurs. Bien sûr. Et pour lui, tout le jeu de rôle n'a pas d'incidence sur son œuvre à lui, par exemple. Tu vois. Oui. Bah, après, je m'interdis pas s'il y a un truc qui me bloque. Oui, voilà. Je m'interdis pas de l'ignorer, mais l'idée, c'est pas d'ignorer, en tout cas en bloc, tout le jeu de rôle. Clairement pas. Okay.
Après, si je pouvais avoir la popularité de Pierre Pével, ça nous arrangerait. Ça nous arrangerait pour le financement. Ça prend du temps, ça prend du temps. Oui, c'est sûr. Ok. Bah, Mais vous avez fait 100%, donc techniquement, c'est bon, c'est fait. Bah oui. Non. Ça y est, tu l'as Ah là. Ah non, pas tout à fait, il nous reste 45 € encore. non, Quoi, non. moi je vois Comment écrit ça marche 100% là. C'est marqué 100%, mais regarde, c'est marqué en dessous C'est pas 45. possible. Non, l'histoire retiendra que vous avez fait 100% en live, je suis désolé. Voilà. Effectivement. Quelqu'un Ah veut la pas vache. acheter 2 écrans pour faire Ouais, 50. prendre la contrepartie à 1 €. D'ailleurs, il y avait des gens dans le chat, Oui. on peut pas, le dé n'est pas en option, le dé est forcément dans une contrepartie. Ouais. Le dé a l'air de plaire en tout cas. Ouais. Donc, Bah, tant mieux, ouais, c'est cool. mais je pense que vous ouais. feriez 45 € juste en vendant le dé tout seul. Je dis ça comme ça, mais... Oui, je suis assez d'accord. Petite option à 15 C'est, balles. T'en vends 3 et c'est bon. C'est du tat. On Ça, c'est tâtonnait entre nous. encore. Ouais. Ouais, entre le nous tarot deux. aussi en option. C'est vrai, c'est rendu dans le chat. Ouais, les dés, le tarot, c'est des choses qui pourront peut-être plaire en option. Ouais. Vous verrez avec les chefs, si jamais ils se rendent compte que, ah ouais, effectivement, on va faire plein de tirages, autant les vendre tout seul aussi. De toute façon, on va faire ça. un petit aperçu de la page dans quelques instants. Mais avant, une dernière petite question. Pour les meneuses, les meneurs, est-ce que vous auriez des conseils pour un peu s'approprier ce monde, des inspirations peut-être à recommander? Tu citais tout à l'heure BioShock, par exemple. Oui. Oui, bah moi après c'est bizarre parce que j'ai des références très diverses, parce que j'allais dire Dostoïevski aussi. Donc je sais pas si c'est facile à utiliser, mais notamment certaines de ces nouvelles justement, je sais que Les Nuits Blanches notamment qui sont qui sont en citation dans le premier recueil. C'est un texte qui est pas forcément le plus ambitieux qu'il est rédigé, mais qui m'a beaucoup marqué. Après, oui, bah moi je reste. Ouais, c'est un peu un melting pot là aussi, mes références. C'était BioShock, ça aurait pu être Dishonored, ce genre d'atmosphère. Et puis après, ben voilà, c'est les années 20, les années folles. Tout ce qui est Jules Verne aussi, peut-être, j'imagine. Un peu. Oui, bien sûr, ouais, Jules Verne. Tu avais vu le jeu aux Brigades Chimériques, peut-être? J'y ai pensé tout à l'heure aussi, ouais. Tu as pensé un petit peu aux Brigades Chimériques? Il y a un petit côté là, Brigades Chimériques. Alors j'ai lu la première série, enfin le premier tome. Ouais. Non, c'est une BD, non? C'est une bande dessinée, oui. Oui, c'est une BD, ouais. J'avais lu une suite. Oui, c'est ça. J'ai pas lu la suite, mais j'avais lu les débuts aussi. Ouais. Ça peut servir aussi. J'ai l'impression qu'il y a un petit côté qui pourrait. Ouais, sûrement. Ouais. Tout à fait. Peut-être moins graphique, moins exposé, peut-être moins. Je sais pas comment dire. Tu sais, parce que il y a dans les brigades, il y a des personnages qui sont clairement, qui ont des ailes d'ange, qui ont la peau bleue, des trucs comme ça. C'est très visuel, très surnaturel pour le coup. Et c'est vrai, dans le chat, on nous dit Russie et Automate, ça fait penser au jeu Siberia, effectivement. Ça, je connais pas. Le jeu Siberia, c'était un point and click qui. Oui, je connais de réputation, mais il y en a eu 3, non? Il y en a eu 3, exactement. Mais j'ai jamais joué. Ok. Mais ouais, je connais. Jamais trop tard pour bien faire. J'ai dû écouter la BO, ça c'est possible. En écrivant peut-être. C'est ça, ouais. Mais j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Mais tiens, super. Niveau musique, ambiance, qu'est-ce que tu conseillerais peut-être par exemple? Ou tous les deux d'ailleurs, parce que comme tu as écrit des scénarios, Julien, si tu as des conseils musicaux aussi pour se mettre dans l'ambiance, même bande de son, de film ou de jeu, ça marche. Yes. Moi, ce que j'aime bien, alors c'est pas forcément ce que j'aime bien mettre pour quand je lis Célestopol, c'est un groupe qui je suis pas sûr qu'il c'est Rachel, ça s'appelle, alors c'est Rachel le prénom apostrophe S. C'est une Rachel, voilà, c'est ça. C'est une musique extrêmement atmosphérique avec une ambiance très forte, très marquée. J'aime bien ce groupe-là. Voilà. Si ça peut vous faire découvrir. Et puis quelques morceaux aussi de Agnès Sobel que j'aime beaucoup et qui collent vachement, qui sont très oniriques, très très enlevés comme ça, très poétiques. Ça colle pas mal. Ok. Voilà. Ok. Pour ma part.
T'as un truc Oui, à rajouter, Emmanuel, là-dessus? oui, bah de mon côté, moi, j'avais fait une BO pour le recueil à l'époque, mais Ah, c'est vrai que que les lecteurs pouvaient suivre ou pas, bien sûr. Mmh. Moi, j'aime bien tout ce qui est BO du duo Trent Reznor et Atticus Ross, ok. qui ont fait la BO de Watchmen, notamment Ah oui. la série, et plein de trucs. Mmh. Ils ont collaboré sur pas mal de BO. Et puis, bah, c'est marrant pour la musique et Célestopol parce que, en fait, avant même le jeu de rôle, il y a un groupe français qui m'avait contacté, Stereotypical Working Class, hein, pour ceux qui connaissent. C'est pas un groupe ultra connu, mais ils ont quand même leur petite carrière, et leur page Wikipédia. Ok. Mmh. Et ils m'avaient contacté parce que le batteur avait lu, bah, les Célestopol et était vraiment fan. Et ils ont même fait un morceau, en fait, ils ont écrit un morceau qui s'appelle Célestopol et qui est directement inspiré du Ah recueil. ouais. Et alors je dis pas que c'est à écouter quand on joue, mais en tout cas, comme quoi il y a des liens musicaux il y a des Mmh. liens entre Célestopol et la musique, donc c'est assez amusant. Et en plus, je pense pas que ça soit arrivé très souvent. Non, j'ai quand même eu de la chance parce que pour le coup, je suis assez content que l'univers ait pu carrément inspirer une chanson, quoi. Donc Ouais, c'est Ouais. chouette. Ouais, c'est chouette. Ok, messieurs. Allez, on va accélérer Ok. un petit peu pour pas y On va passer aller non faire un plus petit tour 4 sur la heures. page du financement. Je pense Sinon, il on est va jamais aller temps. se coucher. Il est temps d'aller voir le financement. On a attendu le plus possible pour qu'il y ait écrit 100%. Vous voyez, on a retenu avant de montrer la page pour qu'il y ait un gros 100% affiché. Donc, du coup, pendant que Manitou va nous faire un petit peu défiler, qui va nous parler des offres, il n'y a pas beaucoup d'offres, donc finalement, ça va passer assez vite. oui, Vous nous parliez qu'il va y avoir du coup un kit de découverte très rapidement pour qu'on oui, puisse oui. découvrir le système, l'univers et un petit scénar, comme ils font à chaque fois chez Entremonde. Mhm. Ouais, bah, il y a Exactement. même aussi un bout de la nouvelle que je suis en train d'écrire. Enfin, Eh oui. on essaie vraiment de bien montrer l'ambiance du jeu. Mhm. Ça marche. Ok. Ok. Vas-y, montre-nous du coup. Bah, Ouais, c'est bon, c'est parti. je suis dessus, Ouais. donc c'est parti. Bah, Voilà. vu que tu as la souris, vas-y, à la limite, Ouais. fais-nous le petit récap, hein, s'il te plaît. Donc, on parlera des offres juste un petit peu après. Là, on va regarder. Voilà, vous avez l'univers de Célestopol. On voit déjà les illustrations qui sont quand même assez sympathiques. Le financement en 5 points. La présentation. J'adore ce genre de personnage. Ouais. Qu'est-ce qu'on va jouer? Donc, on vient d'en parler. C'est écrit dessus. Le système anomalie, donc pareil, on en a parlé, ça vous fait le petit récap, comment jouer, donc le système, etc. Le fameux dé de la lune. Destin et spleen. C'est quoi ça, destin et spleen? Alors, oui, c'est ton. Ouais, je te laisse, vas-y. Je te ouais, laisse. Non, vas-y. Non, tu veux? Ouais. C'est par rapport au tarot, c'est ça? Non, c'est une Non, petite pas du jauge tout. qui va se remplir. D'accord. Exactement. Ouais, ouais. Avec les succès et les éclats. Exactement. C'est ça, c'est C'est ton jeu. exactement ça. C'est ton jeu, vas-y, explique. Chaque jauge, en fait, a 8 curseurs, évidemment. Et du coup, en fait, en remplissant la jauge de destin, Ok. on peut déclencher comment dire, des ressorts techniques qu'on n'a pas autrement. D'accord. Donc, ça permet de gagner des avantages ponctuellement, D'accord. etc. Quand on utilise l'avantage, hop, la jauge redescend et il faut la faire remonter. Pour le spin, c'est pareil, avec un côté plus négatif dans le sens où quand on arrive à 8 dans la jauge de spleen, on gagne ce qu'on appelle une séquelle dramatique. Donc, c'est une espèce de trouble psychique qui impacte le PJ. Alors, ça ne le rend pas injouable, mais quand même, ça l'impacte. Et en fait, ce spleen-là va venir comment dire, détériorer la psyché du personnage, mais surtout impacter le fait qu'il soit un protagoniste de l'histoire. Donc en fait, ce qui pèse vraiment comme menace sur les PJ, c'est pas tant la mort violente ou l'empoisonnement ou ce genre de choses, même si ça peut arriver. C'est surtout de devenir un personnage secondaire, voire carrément figurant de la grande histoire de Célestopol. Ok. Voilà. D'accord. Okay. Donc les anomalies, on en a parlé également. C'est les PJ, hein, tout J'aime bien simplement, les anomalies. Ouais.
La ville comme personnage, donc on a des illustrations. Alors, la gamme. Donc, ok, on y va. On y va. La gamme avec tous les éléments débloqués. Alors là, l'image qu'on voit, c'est ça, c'est que actuellement la carte, par exemple, d'Olivier Sanfilippo, c'est un palier à débloquer. Elle n'est pas de base. On est bien d'accord. Hein. Là, sur l'image qu'on a, c'est le total qu'on pourrait avoir si on débloque tout. C'est ça. Exactement. Exactement. C'est précisé ici, hein, la gamme complète, ça se dépose. Ça. Voilà, pour l'instant, ce qui est proposé, de base Vanilla, c'est le livre de base, donc les règles, les secrets, les scénars, les créations de personnages, etc. Le livre de campagne, qui est dans un autre pack. Exactement. Les PDF associés à ce qu'on achète dans notre pack. Il y avait une question dans le chat, mais par exemple, dans le pack standard avec le livre de base, il n'y a pas le PDF de la campagne. Le PDF de la campagne, il vient avec le livre physique de la campagne. C'est ça, on est d'accord. Hein. Exactement, ouais. Ok. Il y a l'écran du meneur, le fameux écran du meneur qui plaît beaucoup à Emmanuel. J'avoue. Les recueils de nouvelles de Célestopol. C'est une nouvelle édition de Célestopol 1922 ou c'est un partenariat du coup Non, c'est un partenariat avec l'Homme sans nom. C'est l'édition Vanilla aussi là, du recueil. Donc, pour ceux qui voudraient découvrir en même temps le jeu et les textes. Ok, ça marche. Et du coup, à débloquer. Voilà. Et du coup, le dé de la lune, par exemple, il n'est pas encore débloqué. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas à l'achat individuel, parce qu'en fait, il n'est pas encore débloqué. Il faut atteindre une certaine somme pour qu'on puisse faire un tirage. Hein. Ça marche toujours comme ça, de toute façon. Exactement. Ok. Voilà. Donc à débloquer. Donc, pour l'instant, c'est ça qu'on propose, et au fur et à mesure, il y aura plus de choses. On a l'étui de rangement, donc justement à débloquer, ce qui permettra de ranger les 2 bouquins. Ça, c'est toujours super chouette comme ajout, je trouve. La carte, donc la fameuse carte de Mister Olivier. Le tarot. Imprimé, Le tarot. 22 cartes dédiées à Célestopol. Les livrets joueurs et de factions. Livret de personnages pré-tirés. Et du coup, le fameux dé de la lune. Et là, vous avez, donc ça, c'est un truc que je trouve vraiment chouette. À chaque fois, c'est vraiment pratique pour bien se rendre compte ce qu'on peut avoir ou pas. C'est ce que vous pouvez obtenir en fonction du pack que vous allez choisir. Donc si vous avez le pack standard, vous voyez que vous avez ces 3-là. Si vous prenez le pack de luxe, vous avez quasiment tout. Et il faut le pack Selenium pour avoir la grosse totale. Si j'ai pas dit de bêtises. Voilà. Non, c'est exactement ça. L'accès aux options, c'est 1 €, donc c'est pour aller sur le Pledge Manager et obtenir après ce que vous voulez un petit peu, c'est ça, non? Ah oui. Ok. Et donc après, voilà, on va s'intéresser aux différents packs. Et donc le pack standard, donc c'est le livre de base, l'écran et les PDF donc, qui sont débloqués pour ces 2 choses, à 69 €. Plus tous les potentiels PDF débloqués pendant la campagne, c'est-à-dire les scénarios supplémentaires, choses comme ça, quoi. La nouvelle supplémentaire. Les bonus, les cadeaux, quoi. Exactement. En PDF. Le pack de luxe, c'est la même chose, mais avec en plus la campagne. La campagne. C'est ça. Et donc, tout ça à débloquer encore, on le voit. Si c'est débloqué, c'est des trucs qui sont directement ajoutés. C'est ça? Oui, je crois bien. Tu payes pas un supplément pour ajouter on développe pas une option, pas de Non, je crois que c'est automatiquement ajouté, Très bien. Okay. Oui, ça peut faire un super, un pas de value, effectivement, Et du coup, le pack Selenium, c'est la totale, quoi, avec donc le recueil de nouvelles Célestopol. Voilà, à 119 €. Ouais, comme dit Ranta dans le chat, peut-être à voir effectivement que ce sera possible d'avoir après en option par rapport à ce qui est débloqué, quoi. Oui. C'est pour l'instant, voilà, on essaie déjà de financer le jeu. C'est ça. Et quand le projet est financé, on rajoutera des options. Et à ce moment-là, peut-être que ce sera débloquable, etc. Okay. Et donc là, on peut voir différents objectifs. Donc le palier à 10 000 €, donc le projet financé qui va pas tarder. Et ensuite, voilà, on va avoir nouvelle inédite. Nouvelle, le tarot illustré. Du scénario, ça c'est toujours trop... moi je trouve que c'est toujours très bien. Voilà, les scénarios supplémentaires. Je sais pas si on en a parlé, mais dans le livre de base, est-ce qu'il y a un scénario? 2 normalement. Enfin, il y en a 2 même. Il y aura 2 scénarios minimum. Ok. Et en fait, dans les paliers... le scénario d'Arthur, le scénario d'Alexandre et de Pierre, enfin c'est Arthur, Pierre, Alexandre, ils seront automatiquement mis dans le livre de base. S'ils sont débloqués, tac, ils vont dans le livre de base. C'est pas un recueil à côté, quoi, d'accord. Okay. Non, ils vont dans le livre de base. On peut monter à 5. On peut monter à 5, ça c'est pas mal. Exactement. Ok.
Est-ce qu'on sait si ces scénarios, c'est quelque chose ils vont se suivre ou c'est vraiment des one-shots indépendants? On a l'info pour l'instant ou pas encore? A priori, Ah, tu as coupé. avec des one-shots indépendants. Ces scénarios-là, ce sont voilà, ils ont. Ouais, pardon. Vous m'entendez? Ouais, Oui, c'est bon. c'est tout bon. Oui, bon, c'est bon. Chaque scénario est indépendant. D'accord. Voilà. Par contre, la campagne Les Braises de Prométhée, Oui. c'est 5 scénarios aussi, mais qui sont là, pour le coup, liés. D'accord, très bien. Donc on aura donc la carte grand format du scénario supplémentaire, donc de Pierre, comme on a dit, le dé de la lune, qui est ici. Le dernier scénario, l'étui pour la gamme, avec ensuite la dorure dessus, sur les couvertures, et livret du joueur, présentation narrée. C'est quoi ça? Par un comédien de doublage, offre standard. C'est un peu comme sur Night. Night. Voilà. Ok, C'est bien. ça marche. T'as la bonne ref. Bah oui. C'est-à-dire que sur Night, les missions, pour le chat, sur Night, les missions, les ordres de mission, en fait, ont été doublés par Pierre-Alain de Garit, je crois d'ailleurs. Pas bien. Et il me semble bien. Et donc, du coup, là, ce que propose Entremonde, c'est de faire un peu la même chose avec Célestopol, c'est-à-dire faire doubler des ordres de mission, c'est ça? Alors, ce serait a priori une présentation de l'univers, voilà. Okay. Et un peu comme ce qui a été fait d'ailleurs pour Night, je crois bien. Et l'idée, c'est de pouvoir se dire, tiens, les copains, vous venez demain, on joue à Célestopol. Bah, voilà le lien de la vidéo doublée par l'acteur. Regardez ça, vous en avez qu'un pour 15 minutes demain, comme ça, vous connaissez tout sur Célestopol, on peut arriver, je vous distribue vos pré-tirés, on joue. Voilà. Ah, t'avais fait ça sur Night, toi? J'avais fait ça sur Night, effectivement. J'avais fait ça sur Night, ouais, c'est marrant. Effectivement. Et ben, moi, j'aime bien ça. Ouais, j'aime bien. Je trouve que c'est c'était très sympa chouette. à faire en plus. C'est très immersif et tout, ça fait bosser des comédiens, donc c'est bien. Yes. Petit tour sur les options. Donc, on a les options, si vous voulez, vous pouvez avoir donc le recueil de nouvelles, l'écran du meneur, la campagne et le livre de base en option. Et oui, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de pack avec juste le livre de base, en fait, finalement. Oui. Il faut prendre l'option à 1 € pour C'est prendre. Ça. Voilà. Pour débloquer le fait qu'on puisse prendre juste le livre de base et puis voilà. C'est ça. Okay. Exactement. Ou juste les nouvelles. Ok. Je suis en train de regarder, mais on n'a pas eu d'aperçu sur l'écran que tu aimes tant. Si, on le voit sur une des illustrations, sur le pack standard, tu le vois par exemple. Attends, je remonte. Mais si vous voulez voir en grand, vous pouvez voir sur la page Facebook d'Entremonde où il a été posté aujourd'hui en très grande résolution et super. Ça dépote. Ok, c'est vrai. C'est dommage, j'ai pas écrit en gros Célestopol. Non, ne faites pas ça. Ne faites jamais ça. Arrêtez d'écrire en gros les noms des jeux. Très bien comme ça. Donc après, on finit cette page de financement avec le petit mot d'Emmanuel et de Julien et le petit mot d'Entremonde. On voit qu'il n'y a pas d'AI. Dia. C'est bien. C'est bien. Et la fameuse El Famoso foire aux questions. Voilà. Donc nous en sommes à... Je vais actualiser juste au cas où. 100%. Non, on est à 100%. Je suis désolé. C'est vrai que c'est marqué. Hein. On peut faire un screen. Tu screens que 100%. Tu screens pas le montant. Il faut juste que quelqu'un achète le livre de base tout seul. Oui, c'est vrai. Juste un livre de base ou 2 recueils à offrir. C'est ça, c'est ça. Est bon, hein. Alors, on est sur une livraison en mars 2025. Du coup, dans un an. Alors, j'ai vu que dans la FAQ, il est marqué on vous promet pas une livraison rapide. Un an, ça va en vrai. Moi, je suis pas surpris d'une livraison d'un an. Ça va. En fait, c'est d'accord. Bah ça dépend. C'est toujours pareil. Ça dépend où en est le projet. J'ai pas d'expérience dans ce domaine, donc je vous laisse seul juge. Non, c'est pas beaucoup. Hein. Ça, c'est pour Aranita, là. Une dédicace des ouvrages sera-t-elle possible? Oui, mais en convention. Et si les auteurs sont présents. Du coup, ce qui nous amène à quelle question, professeur Kiefer? Ah non, à quelle convention êtes-vous là? Donc à Kaisersberg, évidemment, il y aura Simon et Colline, hein, donc pour faire dédicacer vos ouvrages. Alors pas de Célestopol. Ce sera l'année prochaine. Mais de tout ce qu'il y a avant, vous pouvez. Oui. Non, effectivement. Vous, messieurs, est-ce que vous avez des projets actuellement sur le feu? Des actualités, ce moment de faire un peu votre pub, n'hésitez pas, quoi. Attends, je vais juste repasser en mode 4. Tac. Vas-y, Manel, je te laisse. Oui, bah moi, je serai pas sur des conventions de jeux de rôle pour l'instant, hein. Enfin, a priori.
Mais là, à la fin du mois, je suis à Trolls et Légendes. Ah, on s'y verra. C'est aussi une convention jeu de rôle, hein, tu sais. Oui, mais je serai pas sur un stand jeu de rôle. Donc voilà, je suis à Trolls et Légendes sur le stand libraire. Hein. Je suis invité cette année. Bien. Donc j'y serai pour tous mes romans jusqu'à maintenant, pas un roman en particulier. Je serai aussi à l'Ouest Hurlant à Rennes, aux Imaginales en mai. Oui, bien sûr. Où là, je devrais avoir mon prochain roman qui arrive justement en juin, qui sera en avant-première là-bas. Ok. Oui, t'avais été nominé à un prix Imaginal, non? Oui, mon tout premier roman. Mais pas pour Célestopol, voilà. Il me semblait bien, ouais. Mon tout premier roman avait 2015, été nommé, 2016 16 ou 17. Enfin, ça doit être 17. Mais ta tête me disait un truc, tu vois. Il me semblait bien. Oui. Et ah oui, c'est vrai. Il y a réalité. Excuse-moi, c'est que quelqu'un dans le chat organise le JDR aux Imaginales. Donc le monde est petit, tu vois. Oui. Voilà, c'est tout. Mais et quelques autres trucs, sans doute, qui vont se décider. Là, le nom m'échappe, mais bon, tout est sur mon blog. Donc transition parfaite. J'ai quelques trucs, j'ai quelques dates, jusque d'ici le mois de juin. Ok. Mais ça commence par Trolls et Légendes. Très bientôt. C'est bien, très bientôt. Ouais. Et toi, Julien, on te retrouve quelque part ou pas du tout? Alors, c'est pas forcément prévu pour l'instant. Okay. Voilà. Mais une fois Célestopol dans les bacs, j'imagine que. Il a une campagne à écrire là. Donc... Tu vas être partout après. Donc là, tu vas être enfermé chez toi pour écrire, et après, tu vas être partout pour la vendre. Séquestré, exactement. Ouais, c'est un peu l'objectif là. Tout à fait. Après, tu seras sur les stands à faire des dédicaces, à te plaindre du canal carpien. Et j'en suis pas là encore, mais peut-être un jour. Tu vas être debout à côté de Stéphane Barra et à supporter qui vous envoie des trucs sur la figure parce que vous avez un stand en commun. Oui. Il aime bien faire ça. Je te préviens comment ça va se passer. Hein. Voilà. On sait comment ça se passe. Aïe. On parlera à Simon et Colline, ouais. Okay. Ça marche. Eh bien, c'est pas mal tout ça. Yes. Ah si, juste la petite question, est-ce que les PDF seront à l'achat à la sortie du jeu? Non, il n'y aura que la sortie boutique du coup. Non, en fait, ce que fait Entremonde, si j'ai bien suivi, c'est que passé un certain délai, les PDF sont offerts en fait bien souvent, ou alors pay on demand sur Drive-Thru, un truc comme ça. Oui. Donc voilà, donc les PDF sont offerts pour ceux qui achètent le livre en dur, parce que voilà, c'est ce que Entremonde souhaite mettre en avant, c'est le bel objet, quoi. Et les PDF sont offerts à ceux qui achètent. Et dans un second temps, quand on en arrive au moment où les stocks sont un peu épuisés, si j'ai bien suivi, généralement le PDF il vient pour ceux qui... Voilà, c'est ça. Okay. Ça marche. Ça marche. Eh bien, super. Écoutez, si vous avez des petits remerciements ou s'il y a un point du jeu sur lequel vous pensez qu'on n'a pas du tout assez axé et parlé, n'hésitez surtout pas à nous le dire. Sinon, vous pouvez juste faire les petits remerciements habituels ou le petit point pour terminer. Non, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Plutôt complet comme interview, je pense. Je pense aussi, franchement. Ouais, on vous a gardé une demi-heure de plus que c'était prévu, hein, désolé. Mais, non, mais c'est pas grave. Hein, on espère que ça aura contribué à décider quelques personnes. Et en tout cas, merci à tous ceux qui étaient présents pour nous écouter en live. Encore merci pour votre curiosité. Et voilà, on a vraiment l'intention de faire tout le monde dit ça, hein, mais on a vraiment l'intention de faire le meilleur jeu possible et d'y mettre le plus de... Enfin moi en tout cas, j'ai mis beaucoup de moi dans cet univers et je pense que dans mes écrits, je pense que je vais essayer de faire la même chose avec le jeu. Et puis encore une fois, merci beaucoup de nous avoir accueillis ce soir pour, avec plaisir. Avec grand plaisir. Nous offrir un tel espace de discussion. Là, comme on voit, a priori, le kit de démo est très attendu quand même. Hein. Ça va être. Je t'avoue, je l'attends aussi. Je vais pas te mentir. On est bien d'accord. Nous aussi, on aurait aimé qu'il soit là plus tôt, mais bon. C'est pas grave. Tant qu'il est là pour le financement, ça va. Oui, parce qu'il reste une vingtaine de jours encore, donc on est large, quoi. Hein. Mais bon. Donc, le plus tôt, le mieux. C'est ça. Bien sûr, mais c'est du boulot, on est tous d'accord, et on n'est pas tous pas dans le JDR, donc bien sûr, chacun fait de son mieux. Je pense que tout le monde a envie, de toute façon, que ça sorte, et voilà. Yes. Oui. Mais on sera sur le starting block quand il va sortir, on relira, et puis je vais me pencher dessus aussi.
Cool, super. Ok, génial. Voir ce qu'on peut faire. Ça marche. Ok. Julien aussi. Attends, Julien, t'as pas fait les merci. C'est vrai. Ah, ben moi mes parents, tout ça. C'est ça. Non, je les remercie bien sûr Entremonde, Emmanuel, c'est chouette de bosser avec vous. Et puis je remercie aussi Alexandre Clavel qui a eu la gentillesse de me confier Engrenage alors que il est pas encore il l'a pas en fait vraiment sorti en tant que jeu générique. Système. Voilà, donc il me l'a confié très généreusement et très gentiment. Et puis pour tous les backers bien sûr qui sont derrière nous, la communauté c'est vraiment super. Donc voilà, merci à tous et merci de nous avoir accueillis ce soir. C'est gentil. Avec grand plaisir. Ouais. Si vous pouvez meubler 4 secondes, il y a un truc que j'ai oublié de faire, c'est de mettre le lien du Discord d'Entremonde où vous pouvez suivre l'actualité, effectivement, de tous les jeux Entremonde et notamment Célestopol. Donc, meubler un tout petit peu le temps que je récupère le lien. Qu'est-ce qu'on peut dire pour meubler? Allez-y, patate chaude. Le meubler, c'est Ikea. Votre PNJ préféré dans Célestopol? Non. PNJ préféré. Alors peut-être pas PNJ, on va dire plutôt votre personnage, ouais, la classe, enfin l'archétype un petit peu. Là, je me permets, je commence. Ouais. Moi, j'adore Arnrún, qui est l'Islandaise mercenaire badass. Voilà, moi, j'avoue que j'aime beaucoup. Et toi, Emmanuel? Moi, j'avoue que j'ai quand même une tendresse particulière pour les personnages, tout ce qui concerne les automates. Parce que ils ont souvent je trouve que ça permet quand même vraiment beaucoup d'aborder beaucoup de sujets et qu'ils ont souvent des... Voilà, on peut aussi bien aborder des trucs politiques avec justement le fait d'être... on peut parler beaucoup de choses à travers le prisme des automates. Remplacés par des machines, etc. Oh d'ailleurs, j'ai la question Titu juste avant de vous libérer, mais elle vient du chat, elle vient pas de moi. C'est la question Titu, si c'est un peu compliqué, en botte en touche, il n'y a aucun problème. Avec l'actualité qu'il y a aujourd'hui, c'est difficile de sortir un jeu qui se base quand même beaucoup sur la Russie, et est-ce que ça a été évoqué à un moment donné dans le processus créatif de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait, on attend, on retient, ou... voilà, on se dit, les gens vont faire la part des choses, en fait. J'avais prévenu qu'elle tuait, la question. Oui, non, mais je pense que quand même, on peut faire la part des choses, dans le sens où, de toute façon, voilà, on est dans un monde uchronique, que quand le premier recueil est sorti, on n'était quand même pas du tout dans le même contexte. Et qu'en plus, de toute façon, ironiquement, Célestopol étant une cité qui cherche à obtenir son indépendance, voilà, on est face justement à l'ogre. Le côté un peu cosmopolite de la cité aussi, parce qu'il y a pas mal de nationalités. Ok. Ouais, je vois. Ok. Puis bon, j'avais même écrit il y a 2 ans une nouvelle qui est toujours disponible. Une nouvelle bonus en soutien justement à l'action de la Croix-Rouge en Ukraine où je reversais tous les... tous les achats étaient... les sommes obtenues étaient reversées à la Croix-Rouge. Exactement. Donc voilà, donc c'est quand même quelque chose qui tient à cœur. Qui tient à cœur, et voilà. Ok, super. Écoutez, merci beaucoup, messieurs, d'être venus avec nous, de nous avoir parlé avec passion de votre projet. Merci à toutes les personnes qui étaient là avec nous ce soir dans le chat. Merci pour vos questions, etc. Merci, professeur Kiefer, bien évidemment. Merci, monsieur Manitou, d'avoir géré tout cet overlay, cette organisation. N'est-il pas beau, bien évidemment. Il est magnifique cet overlay. Merci à vous, vivement le kit. Oui, le message est passé. Le message est passé. Oui. Il arrive. Le message est passé, on attend tous le kit. Anticiper son arrivée et pledger. En disant, on appelle ça le pledge de confiance. Voilà, ça s'appelle. Exactement. Je sais que le cheat va être bien, je vais l'aimer, donc je pledge. Tout à fait. Super. Allez, écoutez, merci à toutes, merci à tous, et à très bientôt. Ciao tout le monde. Merci tout le monde. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Salut.